Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel, un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer avec moi, Cyril. Coucou. Talal. Salut Véro. Laurent. Hello. Et Xavier. Bonjour. Alors dans le podcast, nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Et nous passerons ensuite au dossier qui sera introduit exceptionnellement par Talal. On vous laisse découvrir ce qui sera. Et ensuite, nous terminerons avec Cyril, comme d'hab, avec un choix de bande originale. On commence donc par l'œil du pif et on commence avec Laurent. Ah bon, je n'étais pas prévenu. Et ouais, c'est la surprise à chaque fois. J'ai rattrapé un petit classique du bis italien que je n'avais jamais eu l'occasion de voir et je m'en voulais depuis longtemps. 2001. 2001, l'Odyssée de l'espace, voilà. Apocalypse Domani. Donc j'en connais un autour de cette table qui est content. Non, pas Apocalypse dans l'océan rouge. Cyril, tu sors. Ah merde. Il y a un escalier parce que nous sommes dans le sens d'une cave. J'ai vu un bateau d'ava des familles. Ça, c'est Cyril qui monte l'escalier et qui s'en va plein de honte. Pulsion cannibale d'Antonio Margheriti. Voilà, donc Antonio Margheriti, un des grands noms de l'exploitation italienne des années 60, 70, 80. On va pas citer tous ces titres. Dans les petits classiques de l'horreur gothique, il a fait La Vierge de Nuremberg, Danse macabre. En western, il a fait Le vent apporte à la violence, La brute, le colt et le karaté. En horreur, il a fait L'invasion des piranhas. Il a été co-réalisateur officieux du Sang pour Dracula et Cher pour Frankenstein, produit par Andy Warhol. Mais tu vois, je ne savais pas. Et voilà. Et il a fait un film d'aventure que j'adore, que j'ai vu en salle quand j'étais gosse, Les Aventuriers du Cobra d'Or, un rip-off d'Indiana Jones qui était bien coolos. Pulsion cannibale, ça raconte l'histoire de John Saxon et d'autres vétérans du Vietnam. John Saxon, en fait, est un militaire américain donc, qui, lors de la guerre du Vietnam, est chargé de délivrer d'autres militaires prisonniers, des prisoners of war, comme on dit. Et il va donc en délivrer deux, dont un qui est joué par Giovanni Lombardo Radice, dont c'était le premier film. On l'a vu dans beaucoup de rôles assez marquants du bis italien, comme dans Frayeur, La Maison au fond du parc, Cannibal Ferox, Bloody Bird, Sanctuaire, Body Puzzle, bref. Oui, c'est un des acteurs préférés du réalisateur de Della Morte, effectivement. Voilà. Et donc, quand John Saxon arrive pour libérer ces pauvres bougres, il s'aperçoit qu'ils sont en train de manger des restes humains. Voilà, dans leur cage, en fait, ils ont été atteints d'une espèce de virus, peut-être de la rage, une variante vietnamienne, je ne sais pas. Voilà. Et donc, quand ils sont libérés et ramenés à la vie civile en Amérique, une fois sortis, ils sont dans un hôpital dans lequel ils sont mis en observation. Puis une fois sortis, ils cèdent à leur pulsion cannibale, le titre, voilà, et contaminent donc au fur et à mesure d'autres personnes. C'est un film assez étrange finalement pour cette période du bis italien, parce que c'est ni tout à fait un film de cannibale, ni tout à fait un film d'horreur, ni tout à fait un film d'action ni polar. C'est un peu tout à la fois, dans le sens où on a pour le coup, et c'est assez rare à l'époque, quand même une vraie étude de mœurs. Alors après, attention, c'est un film bis italien, donc c'est pas non plus l'élément principal, mais quand même une étude de mœurs des vétérans et de leur retour à la vie civile, un peu à la Rambo, le même genre de réflexion. Et puis avec tout un côté traque urbaine dans la ville, puis ça devient de plus en plus apocalyptique au fur et à mesure que tout ce bordel s'étend. C'est gore sans l'être. Plus que de raison vu le sujet, c'est pas non plus un festival de gore, c'est vraiment bien mené, il n'y a pas trop de débordement cul, juste une petite main dans la culotte d'une jeune demoiselle de 14 ans on va dire, voilà, bon, c'est tout. C'est soft. C'est soft. Ça passe donc. Voilà, ça passe, c'est la petite voisine de John Saxon qui est assez fascinée par la musculature virile du bonhomme qui vient le chauffer, et lui justement ses pulsions commencent un petit peu à ressortir, il ne peut pas s'empêcher d'être attiré par la demoiselle même s'il est marié, mais il s'en veut beaucoup après. Voilà, donc c'est vraiment
un film assez étonnant et assez méconnu parce que justement, je pense que le fait qu'il n'aille pas à 100% dans un domaine ne lui a pas donné le facteur what the fuck que le bis italien, sur lequel le bis italien surfait à l'époque et qui lui permettait d'avoir un bouche à oreille immédiat et d'être quelque chose qui devenait presque instantanément culte aux yeux des gens qui les découvraient à l'époque. En revanche, justement, je trouve que le dosage vachement bien équilibré de tous les éléments fait que c'est un film super solide, vraiment cool à regarder et un petit classique, pas oublié mais presque du bis italien. Et si je me trompe pas, c'était un DVD Néo, non ? Non, Pulsion Cannibale, non, on l'a pas sorti. Hein. Non. C'est chez le Chat qui fume récemment, en DVD, Ouais. avec, si je me trompe pas, un documentaire assez long sur le film fait par le fils de Margheriti, ou c'est pas un truc comme ça. Peut-être, oui. Ouais, c'est possible. Et apparemment, c'est un documentaire qui est quasiment comme un film en fait, et qui est hyper intéressant, qui raconte la jeunesse du film. Peut-être que je dis de la merde, hein, mais il me semble que c'est Pour ça. le coup, j'ai vu le film sur le câble, mais du coup, je vais m'acheter. On cette dit encore en édition. 2018, j'ai vu le film sur le câble. Tout à fait. D'accord. Pas un câble. Satellite. Satellite. Tu disais John Saxon. John Saxon. Et Les Griffes de la Nuit. on se demandait si c'était le nom du personnage ou le nom du comédien. Donc, Non, Qui est John Saxon ? comédien, Voilà. comédien américain, surtout Bah, connu dans le genre pour Les Griffes de la Nuit. Voilà, puisqu'il est c'est le celui père qui joue le père. Voilà. Et Anaconda aussi, le film de Véronique. Ah bon, il joue quoi dans Il est pas là. Non, Il joue l'Anaconda ? Non, il joue pas dedans. Si, il joue joue pas dedans, l'Anaconda, t'es c'est sûr ça ? Non, il joue pas dedans. Non. Je confonds avec John Voight. Ah oui, putain, oui. Ah la vache. J'ai le même prénom, attention. Pas hein. tout à fait le même type d'acteur. Ce soir, je suis à la non, ramasse. je confonds avec John Trompette. John Saxon. Ouais, j'ai compris. Ah, ok, d'accord. Oh mon dieu. Ce silence, c'était une sorte de De punition, désapprouvement. voilà, Le malaise. C'est moi qui fais les blagues ici. On a chacun son rôle. Voilà. Bon Toi, bah t'es tiens pas- Cyril, ton œil du pif. Ah, merde. Allez, hop. J'avais pas trop d'idées. Hier soir, j'ai eu une crise d'insomnie. J'ai regardé Dick et Neck. Je me suis dit, est-ce que c'est plus pas ça sans déconner, c'était ça ta crise d'insomnie. Je te jure, oui, c'était sur Netflix. Et je me suis rappelé que j'avais commencé à regarder récemment un truc sur Netflix que j'adore et que je me suis rendu compte qu'on n'a pas parlé ici. C'est la série télé Last Man en fait. Tout à fait. Une série Qu'est-ce télé que d'animation c'est adulte qui est une préquelle à la BD de Balak sur la ville Vives, qui est donc une BD, une sorte de manga à la française, mais c'est débile de dire ça, mais c'est un peu comme ça qu'ils l'ont vendu à l'époque. Et quand ils ont pensé à faire une sorte d'étendre l'univers de Last Man, donc qui était une BD à la base, voilà, ils ont eu l'idée de faire un jeu vidéo, Last Fight, et ils ont eu l'idée aussi de faire une série d'animation. Et ils ont contacté plusieurs personnes. Maintenant, ils ont contacté très rapidement Jérémy Perrin, qui s'était fait reconnaître par plusieurs clips assez mortels, dont Fantasy pour le groupe Die ou Truckers Delight pour Flair. Et quand tout le projet s'est mis en place, Jérémy Perrin et son équipe, c'est-à-dire le scénariste Laurent Sarfati, puis tous les gens qui gravitent autour de lui, ont décidé de plutôt faire, au lieu de mettre à l'image la BD, de plutôt d'inventer ce qui se passait avant cette BD. Parce que la BD raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Richard Aldana. On sait qu'il est boxeur, il arrive dans un univers médiéval. On a l'impression, on comprend très vite que lui, en fait, il est dans un univers tout à fait normal et le monde médiéval pour lui est un peu inconnu, mais bon, il est conscient de ça. Et donc eux, ils ont voulu raconter qu'est-ce qui se passait, d'où vient ce mec, de la ville d'où il venait. Ils ont créé donc toute une histoire. Et ce qui est bien, c'est que cette série donc d'animation adulte est une erreur dans la production française. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû exister. D'ailleurs, la production de la série a été assez chaotique. Ça a failli s'arrêter plein de fois. La diffusion a été chaotique. France 4 avait ouvert une chaîne de cases d'animation adulte et s'est retrouvé avec un changement de direction qui fait que quand la série Last Man était finie, ils l'ont un peu bazardée à toute vitesse. Donc elle n'a pas eu l'aura qu'elle aurait dû avoir. 3 épisodes par semaine, Ouais, pendant 3-4 par soir, et un mois et ouais, demi, quoi. ça a été vraiment bazardé. Il se trouve que moi, donc, pour full disclosure, je travaille chez Wildside et j'ai pété un câble sur la série, donc j'ai fait en sorte qu'on puisse sortir chez Wildside et j'ai supervisé une édition vidéo que j'estimais être la plus complète possible. Mais malgré ça, quand la série est sortie en vidéo, elle n'a pas non plus dépassé le cadre de ses fans. Et c'est pour ça que je voulais parler de la semaine aujourd'hui, c'est que j'ai découvert qu'en fait, Netflix, dont on parle souvent ici, a un pouvoir de fou. C'est qu'en fait, la semaine est arrivée en juillet sur Netflix. Et là, ça a été la révélation. C'est-à-dire que j'ai vu énormément de gens, pourtant, que ce soit moi ou d'autres gens, on a essayé d'être Amad, on a fait. voilà, on a beaucoup Amad sur la Louise, série, Atom et tout. Des gens ont essayé de montrer, de prêcher la bonne parole, mais ça ne suffisait pas. Mais à partir du moment où ça a été sur Netflix, et là j'ai découvert le pouvoir de Netflix, c'est que tout d'un coup ça a donné une aura d'importance à la série. Donc heureusement, hein, je me plains pas de dire putain on a fait tout ça pour rien, il fallait que ce soit sur Netflix pour que ça cartonne. Mais ça m'a montré quand même le pouvoir de Netflix, et donc je suis très content que beaucoup de gens ont découvert cette série. C'était vraiment plaisant de voir sur Twitter, c'est un exemple pour voir des avis, mais de plein de gens qui disent putain mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est ouf et tout. Donc j'en dis pas plus sur la. Je vous dis que c'est une série fantastique adaptée d'une BD. J'ai rien dit sur la série, juste que le réalisateur est quelqu'un de très talentueux. Il y a des petits bouts de Kawajiri, des petits bouts d'Argento. Mais des encore petits dire bouts ça, de c'est Cronenberg, de Carpenter. peut-être trop en dire quoi. Donc juste faites confiance à la hype. Vraiment, je vous conseille de regarder cette série. Du coup, si vous avez Netflix, faites comme tout le monde, regardez-la sur Netflix.
Si vous avez aimé, prenez l'édition vidéo, ça fera plaisir à ma boîte qui sera content que d'avoir fait ça pour la bonne raison. Quoi. Et puis, ce qui est aussi sur le pouvoir de Netflix, c'est que depuis que c'est sorti sur Netflix et que ça cartonne, on reparle d'une saison 2. Ce qui n'était pas le cas. C'était pas du tout le cas à l'époque. Une fois que la série a été diffusée puis sortie en vidéo, beaucoup l'espéraient, en tout cas dans ceux qui avaient vu la série et qui l'avaient aimé, mais c'était pas forcément une idée chez dans la boîte de prod. Maintenant qu'il y a l'effet Netflix, on en reparle. Et c'est ce qui serait bien, puisqu'en effet, il reste ce qu'il faut savoir, c'est que la série a été écrite en collaboration avec les scénaristes de la BD. Oui. Enfin, au moins avec Balak. Avec un qui s'est occupé. Et elle a été faite, la série, en même temps que la BD continuait à se faire. Oui, c'est ceux qui nourrissaient l'un l'autre. Voilà. Au fur et à mesure, ils ont infusé des idées de la BD dans la série et inversement. Et ce qui fait qu'à la fin, il reste quand même encore une histoire à raconter entre la fin de la série et le début de la BD, donc il y a de la place pour une saison 2. Et donc c'est une série adulte, comme on l'a dit, donc c'est assez violent, c'est assez cul, c'est très intelligent, c'est feuilletonnesque, c'est-à-dire que chaque épisode en amène un autre. C'est court, c'est des épisodes de 10 minutes, il y en a 26, mais c'est 10 minutes, donc si vous voulez vous faire une petite soirée, vous pouvez en voir que 3-4, ça va pas vous phagocyter la soirée. Et bien, ce qui m'a vraiment fait plaisir, après les retours de Netflix et tout, c'est qu'en fait, j'ai découvert plein de gens dont c'était pas à la base la cam, qui m'ont tous dit putain c'était vraiment dément. Et j'ai même eu des retours, je peux pas donner d'exemple précis parce que ce serait c'est un peu secret professionnel, mais des gens du milieu, des gens assez importants qui sont dans les milieux un peu on va dire subvention machin et tout, qui ont dit, mais des gens très auteurs, hein, vraiment qui n'ont rien à voir avec ça, qui ont dit mais c'est exceptionnel, j'ai une révélation en voyant ça et tout. C'est vraiment dingue de voir qu'en fait cette série, en fait finalement c'est con qu'elle n'ait pas eu ce succès tout de suite, mais mon fils l'a vu, il avait 11 ans, c'est un peu tôt certes. Mais il a surkiffé parce qu'il a vu quelque chose qui était complètement à sa portée en matière d'histoire, d'enjeux, etc. Mais il a aussi vu un truc où il s'est dit putain, je suis un gamin et je vois ça, je sens que je devrais pas le regarder. Ouais. En même temps, ça ne lui passe pas non plus au-dessus de la tête. Tous les enjeux sont hyper simples et compréhensibles pour un gosse. Et en même temps, il voit un peu de cul, il voit un peu de gore, il voit de l'action, des monstres et super joyeux. Il a dit quoi à la fin ? Il a dit, je sais plus, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a pas dit c'est la meilleure série. Si, il a dit que c'était la meilleure série qu'il ait jamais vue. Voilà. Ouais, j'ai envie de dire, c'est la meilleure série française jamais produite. Tout court, hein, pas d'animation, tout court. Oui, tout court. Xavier, tu l'as vu toi ? C'est absolument. Ah oui, moi j'ai vu l'intégrale et je te rappelle que à la base, pour te faire plaisir, j'avais acheté l'édition Ultimate. Oui, mais elle est bien cette édition. Je vais pas me jeter des fleurs, mais justement, j'en profite pendant ce podcast pour bien préciser que même si à la base j'avais acheté le coffret pour soutenir et tout Whiteside et compagnie sur ce projet qui était quand même très casse-gueule sur le papier. Oui. Très honnêtement, déjà, j'ai adoré la série. Et de deux, le coffret, c'est vraiment un coffret de ouf. Je suis désolé, il paraît un peu cher. Mais putain, pour une fois que je lâche de la thune dans un coffret où vraiment j'ai l'impression d'en avoir pour mon argent, c'est rare. Ouais, voilà. C'est un coffret qui fait vraiment... Il y a un vinyle, il y a un artbook, il y a blindé de bonus, il y a même des bonus cachés, il y a des trucs vraiment mortels. On a négocié plein de trucs de ouf. Je peux l'avouer, il y a les clips de Jérémy Perrin qui sont cachés par exemple en HD sur le Blu-ray. Il y a plein de trucs comme ça, voilà, de ouf. Ils sont durs à trouver d'ailleurs. Tu m'aurais pas filé les codes, j'aurais jamais trouvé. Il y a des explications qui sont données un peu partout. Il y a un gros making of d'1h30. Enfin, voilà, si vous avez aimé la série sur Netflix, je vous conseille au moins, si c'est trop cher le coffret, d'aller sur le Blu-ray parce que vraiment niveau bonus, vous allez comprendre pourquoi cette série a été une aberration dans le domaine. Véronique, tu l'as vu toi ou pas ? Non, mais je vais emprunter le coffret de Xavier. une aberration, mais en même temps, c'est quelque part, ça a donné un peu l'élan, pas totalement à Bobby Pills, mais ça participe d'un même élan. Après, du coup, l'équipe s'est retrouvée sur Bobby Pills pour faire Transition, qui est une tuerie aussi. C'est quelque chose on est en train de voir quelque chose se construire, comme il y a eu la French Touch sur la musique, on est en train de voir quelque chose se construire sur l'animation, qui a toujours été là. L'animation adulte. C'était sous-jacent, c'est des gens, les talents étaient déjà là, mais souvent ils disent en exemple que ces gens-là, ces Français, ces talentueux partaient pour bosser sur les Pixar à l'étranger, machin et tout. Et là, ça y est, on est en train de se dire, bon, on va garder en interne et on va faire. Et on a une spécificité. À l'étranger, l'animation française est appréciée et reconnue, quoi. Maintenant, il y a l'histoire des diffuseurs. Il faut que les diffuseurs regardent Asman et se réveillent et se disent, bon, bah maintenant, on peut peut-être tenter quelque chose parce que les gens aiment ce genre de programme. Et il faut y aller, il faut produire ce genre de programme. Et la musique est démente. Hein. Si vous avez l'occasion de, quand vous allez voir la série, de toute façon, vous n'aurez qu'une envie, c'est d'écouter la musique après en solo, quoi. Talal, ton œil du pif. Je ne m'y attendais absolument pas, je n'ai rien préparé. Il a mis un monocle au moment où il a fait ça. Attends, je rase juste mon chapeau. Alors, moi je vais vous parler d'un comic books. Ça s'appelle Saga et c'est écrit par Brian K. Vaughan. Et c'est
dessiné par Fiona Staples. Alors c'est assez exceptionnel. J'ai vu Xavier hocher la tête, donc j'ai la validation de Xavier, donc ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Mais qu'est-ce qu'il lui, il voit combien de trucs, il voit Xavier, c'est pas incroyable. Il l'a lu. Il est sûr. Ah, mais je crois que tu n'es pas au courant que je suis un gros fan de comics. Tu lis aussi les bottins, Moi, je l'ai senti. Et de manga aussi, mais tu lis aussi bon. les notices derrière les aliments. Oh, et laissez tout, par l'étalage. D'ailleurs, je veux juste faire une petite parenthèse. J'ai commencé à regarder Happy grâce à ta recommandation de la semaine dernière. ouais, ça et tue, hein. c'est mortel. Ouais. Merci, check. C'était Voilà. pas la semaine dernière. Il y a 2 semaines, c'est bon, ça va, je l'ai écouté ce matin. Alors, donc c'est Saga, c'est une série qui a commencé en 2012 et qui est... Ah, arrêtez avec le petit check, la complice. Ça y est, c'est fait là. Ouais, c'est bon. Tu te sens seul, Véro? Tu veux Un peu, avoir ouais. un check? Ouais. T'as pas fait la blague, Saga Africa, Voilà. t'as pas le droit de faire de check. Donc je vais me lancer. Saga, donc c'est une série qui a commencé en 2012, qui est publiée aux États-Unis chez Image, donc c'est le 4e plus gros éditeur aux US derrière C'est qui les Marvel, 3 premiers DC et Dark Horse. Donc c'est une série écrite par Brian Kevogan, qui est peut-être pas le plus prolifique des auteurs, mais en tout cas il a écrit des trucs suffisamment cultes pour que vous en ayez entendu parler. Il a écrit Why the Last Man, Ex Machina et un one-shot qui est particulièrement, paraît-il, réussi, que je n'ai pas encore lu, je vais me le procurer très rapidement. Ça s'appelle- Gangbang de Grosse volume 4. ça s'appelle Les Seigneurs de Bagdad. Et tous ces trucs-là sont apparus chez DC. Vous connaissez peut-être pas vraiment son nom, mais en tout cas vous connaissez son travail parce qu'il a participé aussi à la télévision sur la série Lost, c'était un des scénaristes, et qu'il a aussi bossé comme showrunner cette fois sur la série Under the Dome qui a adapté Stephen King. Je n'ai pas vu Under the Dome. Ah, par rapport au bouquin, c'est vraiment pas terrible. Voilà. Ok, bon, bah écoute. En tout cas, en termes de comics, le gars est assez balèze. En ce moment, il a un run qui marche très très bien et qui a été multiplié. Ça s'appelle Paper Girls. Je n'ai pas encore commencé, c'est aussi chez Image. Donc de quoi ça parle Saga, c'est un, on va dire un comics pour adultes avant tout, c'est de la science-fiction et c'est l'histoire de Alana et Marco. Donc Alana est une soldat de la planète Continent qui est chargée de surveiller un prisonnier qui s'appelle Marco. On dit soldat, s'il te plaît, écriture inclusive. Alors je me posais la question au moment où Et on dit incontinente. Me too. vous arrêtez d'interrompre, là vous commencez à devenir Ouais, elle est insolent. relou. Hein. Je vais, Tu te sens femme un peu, non? je me sens un peu. Bon, no comment. Donc, Alana donc, qui est une soldate de la planète Continent, qui est chargée de surveiller un prisonnier qui s'appelle Marco, lui qui est un soldat de Couronne. Donc, Continent et Couronne sont 2 planètes en guerre depuis des décennies, et les 2 espèces se détestent profondément. Seulement, Alana et Marco tombent éperdument amoureux et ont un enfant qui s'appelle Hazel. Hazel devient un danger car elle est la preuve que les 2 espèces procréent ensemble. C'est alors que leur tête est mise à prix et qu'une chasse à l'homme intergalactique commence. Voilà. Donc, comme je vous disais, la dessinatrice s'appelle Fiona Staples. Elle a un dessin très particulier, moi qui personnellement m'avait un petit peu rebuté quand j'avais eu les albums en main pour la première fois. Et assez tôt, donc l'histoire m'a surtout accompagné pour découvrir cette aventure. Et c'est là que je suis vraiment tombé amoureux du dessin de cette dame-là. C'est vraiment un dessin très particulier, très coloré. Mais qui rend plutôt justice à une galerie de personnages et des décors qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'aventure qui sont profondément riches. Donc c'est une sorte de Roméo et Juliette, une relecture de Roméo et Juliette, mais c'est surtout un comics qui est profondément ancré dans l'actualité de ces 10 dernières années, même ces 20 dernières années. Parce qu'en tout cas moi, pour ma part, je sais pas toi Xavier, j'ai lu un gros parallèle avec le conflit entre l'Orient et l'Occident. Je t'ai vu hocher la tête. Je confirme. Voilà. Je ne parle pas, mais je confirme. Ouais. Et apparemment, les Seigneurs de Bagdad allaient aussi dans ce sens-là. Donc, je trouve que c'est vraiment un auteur qui est assez ancré politiquement. Mais même, désolé de te couper, déjà Why the Last Man, c'est déjà un comics profondément féministe et qui vraiment se basait à la fois sur des éléments d'actualité tout en étant très très humain. Donc, Voilà. Bah, justement, tu me permets de faire ma transition parce que le féminisme est une des thématiques qui est traitée dans Saga. Et on parle aussi beaucoup de politique, de misère. Et bon, tu parlais de féminisme, on parle aussi de sexualité, de par les personnages qu'on voit. On a un homosexuel. On a un personnage transgenre et on tombe jamais dans la facilité des clichés de ces personnages-là. En fait, ils sont tous traités de façon très juste. Et c'est ça aussi qui est fascinant chez Vaughan parce que c'est un auteur qui va transcender des sujets qui peuvent paraître assez basiques dans un premier temps
Et de la même façon que ces thèmes dont je t'ai parlé, en fait, on voit que ils vont pas dans le côté Unité de Color of Benetton ou le côté bien pensant. Il va vraiment traiter tous ces sujets de façon très très juste, et ça va finalement provoquer une forme d'émotion chez le lecteur. Donc c'est une écriture particulièrement fluide et qui va décrire des personnages riches, complexes et qui nourrissent vraiment cet univers incroyable. Donc voilà, juste dire quelque chose sur le côté pourquoi moi ça m'a particulièrement touché. Je suis un jeune père, l'histoire est vraiment centrée aussi autour de ce bébé qui naît au début de l'histoire, qui est aussi le narrateur, qui raconte l'histoire au moment où elle est adulte, et qu'on ne voit pas adulte d'ailleurs, il faut le préciser. Et voilà, en tant que jeune père, je me suis super identifié à ces personnages-là, et je trouvais ça mortel. J'ai lu les 8 tomes en une semaine. Je vais remercier mon dealer qui s'appelle Dominique Leblanc. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais il m'a filé les 8 tomes, je les ai tous dévorés. Et voilà, malheureusement, la série va marquer une pause d'1 an, mais entre-temps, on peut se consoler parce qu'il y a le tome 9 qui arrive dans un mois, et celui-là, je ne vais pas le louper. Et juste pour préciser, c'est chez Urban Comics, qui est une excellente boîte qui sort des éditions mortelissimes. Et franchement, voilà, quoi, c'est juste bonne cam, bon comics, bonne édition, allez-y. Ouais. Quoi. Bravo Urban. Xavier? Alors moi en fait, je suis parti sur je me suis rematé un film que j'adore particulièrement, sachant qu'il partit c'est pour moi le chef-d'œuvre d'un réalisateur qu'habituellement je considère un peu comme un réalisateur un peu chiant. Donc quand je vais vous dire le nom, je vais me faire jeter des caillasses dessus. Mais pourtant, je vous garantis qu'il y a plein de films que j'aime de ce réal. Mais il y en a aussi certains. Pourquoi tu me regardes moi avec insistance? Non, mais après, je ne connais pas vos goûts en la matière. Mais ce réalisateur, Antoine entre Ficard. autres, a réalisé un des films que j'estime être l'un des plus chiants de Jean-Marie l'univers. Poiré. Un film qui s'appelle Charisma. Ah, Voilà. Kiyoshi Kurosawa. Kiyoshi. Et je vous jure, ça a été une souffrance pour moi. Mais T'aimes bon, pas, t'aimes pas les arbres. Hein. non. Et en l'occurrence, là, je vais vous parler donc de son chef-d'œuvre à mes yeux, qui Kairo. est Kairo. Ah. Kairo, qui est un film que j'adore profondément, Quand tu fais pas ta Cairo. que je regarde assez régulièrement, et qui est pour moi déjà un excellent film d'horreur, mais surtout qui est un des rares films que je pourrais qualifier de film d'horreur philosophique parfaitement abouti. Donc en fait, le film commence, on va retrouver donc Taguchi, un jeune informaticien qu'on retrouve pendu dans son appartement. Et du coup, ses collègues qui vont retrouver son corps sous le choc vont essayer d'essayer de comprendre ce suicide inexplicable. Et la victime donc a laissé un message sur une disquette. Et petit à petit, on va se rendre compte que... Expliquer à nos plus jeunes lecteurs ce qu'est une disquette. Auditeurs, ce qu'est une disquette. Ouais, je vais te mettre une disquette. Alors écoute, jeune lecteur, la disquette, c'était un peu une sorte de clé USB, mais plate. Sur laquelle tu mettais un fichier Word. Ouais, il y a encore. Une photo porno. Oula, on prend un sacré coup, Pas qu'une, un sacré coup de vieux là. Enfin bon, quoi qu'il en soit, en fait, il s'agit là donc des prémices d'une sorte de virus, on pourrait dire. Et rapidement, on va se rendre compte qu'en fait, les fantômes vont en fait utiliser Internet pour arriver dans notre monde. Pour ceux qui connaissent déjà Kiyoshi Kurosawa et qui n'ont pas vu Kairo, je peux comprendre que ça donne pas forcément envie. Kiyoshi Kurosawa, moi je trouve justement que c'est quelqu'un qui se laisse un petit peu trop embarquer par ses envies, ses velléités philosophiques, et du coup très souvent il en oublie ses films. Pour ça que je parlais de Charisma, en l'occurrence, pour moi c'est un de ses gros problèmes. Il veut dire quelque chose, et en fait le sous-texte il le met trop en avant, ce qui fait que la narration elle en prend un sacré coup dans la tronche, et alors l'histoire au bout d'un moment je suis désolé, tu t'en fous quoi. C'est peut-être pas pour rien qu'il a été produit en France. Peut-être. Non, mais Charisma, ce qui est marrant, c'est qu'il était quand on achetait le DVD français Tout à à l'époque, fait. c'était Kairo et Charisma Tout à fait, sur la ouais. même tout à édition. Quoi. Donc Alors, t'avais la pile et face. Je rebondis, il a été produit en France pour un de ses meilleurs films. Oui, c'est Ouais. vrai. Et donc, en tout cas, pour Très bien. Kairo, en fait, on est à la fois dans une veine, on va dire, de J-horror. On Oui, parce pourrait que c'est presque... arrivé en plein Exactement. cœur Ouais. de la vague de la C'est arrivé en même temps que Ring, mais très C'est rapidement, plus fin. voilà, l'horreur est autre. En fait, moi, un des trucs qui m'a fasciné dans Kairo, c'est que on a un message qui est extrêmement fort, extrêmement bien écrit. En fait, le film, ça parle en fait de la jeunesse japonaise, mais de la manière la plus sombre possible. C'est vraiment un des films les plus sombres que vous pourrez voir sur la jeunesse japonaise, sur l'incommunicabilité entre les personnes.
mais il n'oublie à aucun moment de faire un véritable film d'horreur. Il y a des plans dans le film que je trouve mais de ouf. Il y a un suicide en plan séquence. Putain, je sais pas comment ils ont fait quoi. Ils l'ont buté de pour la. le ouais. Il y a aussi un plan, je me souviens, C'est la seule il y a explication. un plan, je me souviens, qui m'a marqué, c'est que souvent pour faire peur au cinéma dans le film d'horreur, les mauvais films d'horreur, ils utilisent le principe de faire rentrer dans le champ quelque chose. Ouais, voilà. Et il y a un plan, je peux pas dire pourquoi, parce que ça va gâcher le film, mais il y a d'arriver dans le champ de quelque chose qui est déjà dans le champ en fait. Et je sais pas C'est comment il ça. fait son truc, mais c'est dès là depuis le début. Tu Et parles pour du le coup, truc sous l'escalier non, c'est Non, plutôt mais en fait, voilà, je sais pas pourquoi, voilà. Avec, En fait- avec le jeu trébuche. Non, c'est c'est pas ce vraiment moment-là. un plan Non. fixe et que depuis moi, le c'est le début, moment en fait, qui m'a finalement, tu voyais ce qu'il devait avoir, Ok. mais que c'est tellement bien Mm. fait que tu fais oh putain, et là t'as vraiment peur. Et j'ai Voilà. vraiment eu peur quand j'ai vu ce truc-là. Voilà, et c'est là où je veux en venir. C'est qu'en fait, il y a une gestion des scènes d'horreur qui n'est jamais oubliée, que je trouve extrêmement fine, à un point tel que même maintenant, en connaissant le film par cœur, il me fait encore de l'effet. Donc effectivement, ce plan-là, qui est une sorte de plan séquence où en fait tout est là, et en fait d'un seul coup, on se rend compte, c'est aussi des scènes qui jouent sur la lenteur. Et dans un film d'horreur actuellement où tu joues sur la lenteur, je suis désolé, sortez-moi un. Bah, ça commence Voilà, à revenir. Hein, ça commence Ouais, à ça revenir. commence à revenir, mais À mon pendant grand- à mon grand réalité, désespoir. The Witch. pendant très longtemps. Bah, je préférais quand ça c'était speed. Hein. Ça me casse les couilles. Mais non, mais voilà, tu vois, le jump scare, je suis désolé. C'est Bah, c'est la négation, voilà, de la peur. Hein. c'est la facilité. Tu peux Ouais. jouer, tu C'est sais, du sur sound les. design, hein. Tu peux jouer aussi sur beaucoup de films de la J-horror jouent aussi sur le changement de vitesse d'un seul coup, quelque chose de très rapide, de très saccadé sur le fantôme. Alors qu'en fait, dans Kairo, on va jouer dans la lenteur. C'est l'inexorabilité C'est- en fait. Voilà, c'est exactement ça. En plus, on est sur une esthétique de fantôme qui pourrait un petit peu faire rappeler l'esthétique à la Francis Bacon. C'est vraiment quelque chose de prenant, et même quand tu connais le film par cœur, je te jure, ça fait toujours de l'effet. La scène de la cave, je te jure, elle marche du feu de Dieu sur moi. Pourtant, c'est un truc qui va à 2 à l'heure, mais c'est Moi, horrible, quoi. C'est ce plan. Alors, j'ai vu le film qu'une fois en projet de presse quand il est sorti en France, donc ça putain de date. Faudrait que je le revoie d'ailleurs. Mais je me rappellerai toujours de ce plan du fantôme qui arrive en courant au ralenti Ah, vers le personnage et qui il est trébuche. atroce, il est atroce. Qui trébuche et qui remonte. Et en fait, j'avais jamais vu ça à l'écran, c'est-à-dire un moment où je me dis qu'est-ce qui se passe C'est un fantôme, je ne comprends pas ce qu'il fait. Pourquoi il trébuche? C'est censé être drôle. Et en fait, en plus d'être flippant, il y a un malaise presque comique. Exactement. Tu sais pas comment te situer, c'est assez génial. Et puis globalement, sur la façon, la scène où vous parliez où tout est dans le cadre, etc. C'est-à-dire que Kurosawa, c'est peut-être le maître actuellement de la mise en scène en 2D. Il pense très rarement sa mise en scène en 3D. D'ailleurs, dans le film français dont on parlait tout à l'heure, Le secret de la chambre noire, il y a toute une réflexion justement sur le fait que tout ce qui est en 3D, quand les personnages font des mouvements dans la profondeur dans l'écran, ils ne voient pas les fantômes. Et il n'y a que la 2D en fait qui révèle les fantômes. Et en fait, Kurosawa, il conçoit tous ses plans en 2D. D'ailleurs, même les décors, en fait, les personnages sont placés dans le décor de façon à ce que les lignes transversales du décor les séparent entre eux, etc. Enfin, c'est assez fou à décrypter à l'image de la mise en scène de Kurosawa. Et à ce niveau-là, sur Kairo, il était au pic, quoi. Voilà, en tout cas, voilà, regardez. Si vous voulez voir un très bon film d'horreur japonais, regardez Kairo. Si vous voulez voir un film profond sur la jeunesse japonaise, regardez aussi Kairo. Et si vous voulez flipper le soir devant votre ordinateur, regardez Kairo, parce que C'est clair. et moi, le plan qui m'a le plus traumatisé, c'est quand même la personne qui est devant son ordinateur et d'un coup voit via une image de web caméra Ouais, ça dont on parle, qui en se fait. voit elle-même dans le dos. Non, mais c'est pas ce plan-là, vous parlez du plan ralenti de la. Non, je parlais de ce plan-là en fait. Ah ouais, non. Moi, je parlais des deux, justement. D'accord. Ça me fait penser que tous ces réalisateurs de cette vague japonaise, là, finalement, il y a que lui qui est resté en fait. Tous les Nakata, Bah, lui, il a- Nakata, c'est quand même c'est rien à voir. compliqué maintenant En fait, pour lui, lui. il a une réalisateur aura de hauteur. Jinro. Voilà, Et- qui- Takashi Shimizu. Alors pourtant, Ouais, franchement, je c'est vous jure, clair. j'adore Ouais. le travail de Takashi Shimizu. Pareil, au bout d'un moment, il a un Il a peu. fait 26 fois le même film. Bah ouais, non, mais pas que. Après, il a fait d'autres trucs, mais même quand il faisait d'autres films, il restait toujours sur ce principe-là, les mêmes tics de réal. De quoi. cette époque-là, celui que j'aime bien, moi, c'est One Is Cool. Que je trouve vraiment. Parce que pourtant, il est speed. Ouais, hein. ouais. Il est très speed et moi, j'adore. Mais c'est dommage pour Nakata parce que autant Kurosawa est devenu une espèce d'auteur, donc qui peut continuer parce qu'il a cette aura Il a internationale. toujours été depuis le Oui, début. et je veux dire, c'est que Nakata en est un aussi, mais comme il a été associé à des choses plus commerciales plus et américaine. qu'il est allé aux États-Unis pour tenter l'expérience, il était plus catalogué comme un réalisateur commercial. Et c'est dommage parce que même dans certains de ses derniers films, comme t'as un truc qui était passé à Gérard Armé, mais qui n'est pas sorti en France. Qui tuait des gens, là, je sais pas quoi, qui tuait des gens, un truc avec un manga. Et parfois, c'est filmé en vue subjective. Je me rappelle plus. Il y en a comment qui ça était vachement s'appelle. bien, qui a Gérard Armé, je me souviens plus. Il Et, tuait des gens
gens par télépathie, je sais pas quoi, il y a un truc comme ça et tout. Et son notation, je trouve, de Death Note est pas mal. hein. Ouais. Mais je me rappelle, donc, du coup, c'est dommage, Il a fait deux films autour de Death Note. Je savais pas. Et c'est dommage, je me rappelle plus le titre de ce film à Gérard Armé qui était passé, mais il y avait une scène incroyable où la caméra, la scène commence en point de vue subjectif d'un personnage, et à un moment donné, il y a juste un léger désaxage du point de vue de la caméra, c'est un plan séquence, et on a le. Alors j'ai la filmographie sous les yeux, donc je vais essayer de retrouver. Non, c'est plutôt vers les récents. Est-ce que c'est The Complex, je crois. mais c'est vrai. mais Mais oui, tu dis des gens, mais oui, mais Non, c'est oui. The Complex. Mais oui, en plus on y était tous. Oui, là, tu genre. dis des gens et tout. Voilà. Il est bien, Et en fait, oui. donc, il y a à un moment donné une scène qui commence en point de vue subjectif d'un personnage qui parle à sa famille, et d'un coup, d'un simple décadrage, les acteurs qui parlent à la caméra ne parlent plus à la caméra, mais continuent à parler dans l'axe où la caméra était avant. Je vois, ouais. Et du coup, la caméra se retourne et on voit le personnage qui était lui-même le point de vue. Et après, la caméra revient. Enfin, en termes de mise en scène, j'avais jamais vu ça. Ça m'a laissé complètement sur le cul. Et le Ouais, mec mais- est capable d'avoir des idées de barge. Mais justement, tu vois, The Complex, et ben justement, il y a aussi tout le côté négatif de Nakata, parce qu'il y a des moments, ça part dans le bis, mais dégueulasse, Oui, c'est vrai, ouais. tout pourri, Mm. et ça devient ridicule. Et la scène où le mec il se retrouve tout seul dans les flammes, Ouais. là. Oui, la fin ça, du film est complètement ratée. ça, c'était atroce, quoi. C'est À mon intéressant tour. parce qu'il faudrait, Allez, faire un Véro. jour, faudrait faire un jour un spécial Japon parce que bon, Ouais, c'est clair. on retient Attends, surtout t'as les, pas voulu les faire filles le HK, tu veux faire le Japon? Bah oui, personnellement, ça me parle plus. Mais on retient beaucoup les filles aux cheveux sales et je pense qu'il y a beaucoup plus. Bah, à en fait, faire. je pense mais que le Japon, quand il vous faudrait voulez faire pour un plus. spécial et surtout Japon, qu'en fait, il faudrait Trop faire vague, le plusieurs. Japon. Bah, comme d'hab, on il demande faudrait- aux auditeurs il de faudrait voter. faire un J-Aurore, il faudrait faire un. Ah, bah, Rien tiens, que mais- le Toku qu'on a fait, c'est Studio. déjà un spécial Japon en fait. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, donc Mais on si vous attendra voulez, un si peu. vous voulez du spécial Japon, voire plusieurs spécials Voilà. Japon, Voilà. ce sera avec grand plaisir. Ou un hein. spécial HK numéro 2. Non, Avec- demandez- Non, mais alors GIF. sinon, Non, demandez un spécial catégorie 3. Oui, voilà. Surtout. et sinon, moi, je vais un peu reboucler avec le dossier du jour avec mon œil du pif, Vas-y, Véro. Épate-nous. puisque Boucle. j'ai vu un thriller anglais, Refais là. un thriller, Ouh. quoi qui s'appelle Straight On Till Morning, qui est un thriller de 1972 réalisé par Peter Collinson et qui est un film de la Hammer, mais qui n'est pas fantastique. Et en fait, c'était assez surprenant, donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, parce que j'ai regardé complètement par hasard ce film, parce qu'il y a toute une collection de films Hammer là qui sont sortis sur les câbles, n'est-ce pas? Satellite. Les vieux quoi. et du coup, alors, donc le pitch, pardon. Alors, met des J'ai coups de tapé. crayon dans son micro. En gros, c'est une jeune femme un peu réservée, timide, un peu bizarre, on va dire, weirdo, comme disent les jeunes, qui écrit des histoires, qui est un peu romantique, voilà, qui part de chez sa mère, parce qu'évidemment, c'est une vieille fille, elle habite chez sa mère, elle part de chez sa mère pour aller à la ville, pour trouver un homme, pour faire un bébé, puisqu'évidemment, dans les contes de fées, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Sauf qu'une fois en ville, elle rencontre un jeune homme, Peter, très très beau, vraiment un visage d'ange, sachant qu'elle a un peu ingrate, hein, elle est pas moche, mais voilà. Et lui, il a un visage d'ange, mais il s'avère être un serial killer. Et en fait, Quoi? un serial killer. et du coup, ils vont vraiment former un couple absolument improbable. Et alors, ce film m'a complètement pris par surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Je voulais pas trop en dévoiler, mais du coup, comme il a été réalisé en 1972, il y a tout un début qui est très psyché, avec des alternances de plans, un peu, voilà, des mélanges de scènes un peu rapides, un peu stroboscopiques, etc. Et Tu en peux fait, redire stroboscopique. stroboscopique. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, donc, c'est ces deux personnages. Donc lui, qui est vraiment très beau, donc il s'appelle Peter parce qu'en gros, le scénario fait un peu référence aussi au monde de Peter Pan, au conte de Peter Pan, et au fait de rester enfant, etc. Et elle est restée enfant aussi, puisqu'elle est dans un espèce d'idéalisme, etc. Et en fait, tous deux, ils sont pareils, c'est pour ça qu'ils sont en couple. Mais ils n'ont pas du tout des buts. Elle avait un bébé, l'autre il veut tuer. Chacun projette sur l'autre quelque chose dont il a envie. Et en fait, ce qui est aussi intéressant dans ce film-là, donc par-delà ces thèmes hyper intéressants de la solitude, de ce que tu peux projeter sur les autres et de l'acceptation de la monstruosité de l'autre ou pas, c'est les personnages secondaires en fait, puisqu'il y a le personnage de la mère de la jeune fille et aussi il y a le personnage d'une fille en fait, puisque donc années 70 dit fille facile, un peu mœurs légères, etc., qui est présentée comme ça au départ. Donc c'est la coloc au départ de la jeune femme qui arrive en ville. Et en fait, c'est un personnage assez surprenant. Je trouvais ça assez intéressant parce qu'en fait, on pense que ça va être la fille qui couche à droite à gauche, etc.
Et en fait, c'est la première à s'inquiéter de l'autre jeune fille. Donc elle n'est pas du tout... alors que c'est une femme très belle, qui a tous les hommes à ses pieds, etc. On peut coucher et être sympa. Voilà, non mais je trouve ça très intéressant. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu ce thriller, mais en fait je vous le recommande vraiment, c'est hyper surprenant et je veux pas dévoiler la fin qui Il y a un est titre très français. inattendu. Hein Il y a un titre français aussi sur Non. un titre. Peter Collinson, c'est pas lui qui avait fait cet excellent thriller anglais avec deux jeunes filles en vélo en France. Il y a Ah, c'est son son film- oui. son film le plus connu, Into the Darkness. Into the Into the Darkness, Darkness, qui a ouais, été- putain, c'est Into the bien, Darkness, ça. qui a été Oui, remaké, Into the Darkness, qui a été ouais. remaké avec Amber Heard, je crois, Ouais. et ça se passe en Amérique du Ouais, Sud. c'est ça, En ouais. France, c'est plus intéressant. Et voilà. Et c'était, et je crois que c'est lui, Peter Collinson, qui l'avait fait Into the Darkness. Ah, Ouais, attends, je c'est vérifie. fort Ouais. possible. Et, C'est quoi le titre français Celui-là, c'est. Non. Ah, moi je me souviens plus celui-là. Je sais plus. C'est le Into titre the Darkness, français. c'est sorti en DVD. Le chez remake, par contre, Underground. ils ont gardé le titre Oui. VO pour le remake, Ouais. mais je ne sais plus du tout. Et c'était très chouette, Into Ça passe the en Darkness. France. Ouais, donc en fait vous parlez d'un autre film parce que vous n'avez pas vu le mien quoi. Non, Alors, du coup, t'as moi- vérifié, c'est lui ou pas? Je sais pas. Bah, Moi, fact-check. moi, Micro, personnellement, je n'ai pas vu le film, mais je l'ai. Wow, wow, Et wow, bah, wow, je suis wow, désolé, wow, je peux wow. pas tout voir. Je suis la seule à bloquer Xavier. à Ah, chaque mais fois. attends, Attends, je vais trouver des films hyper obscurs, tu vas voir, des trucs Elle sûrs. t'a que- movie blocked. Mais voilà, en fait, je suis très fan de la Hammer et c'est vrai que du coup, pendant Mais- très longtemps, je me suis surtout concentré sur les films d'horreur. Les Et, Ken Touchless. et pour tout Il y ce a des qui très est, bons thrillers. ouais, pour ce qui est les thrillers, en fait, j'ai déjà tout un paquet de thrillers donc qu'on m'a beaucoup conseillé. Et en l'occurrence, Laurent, donc qui était présent pour l'émission Toku, C'est pas lui. Non, qui, c'était Robert qui Fust. m'avait Eh, vous d'ailleurs êtes vraiment une fourni bande de sur losers. plusieurs. Et Collinson, il a fait le nom dit quelque chose. Je crois que Oui, c'était oui, pas non, ça, un film mais comme C'est, ça. je crois que c'est Italian Job, c'est son Ouais. film le plus connu. L'original. Oui, évidemment. Bon, de toute façon, on va passer du coup, comme c'est un film anglais, à notre dossier de la semaine Bravo. avec Talal. Oh. Christopher Nolan, Danny Boyle, Philip Ridley, Edgar Wright, Christopher Smith, Ben Wheatley, pour ne citer que, tous sont des cinéastes contemporains, talentueux, qui ont un point commun, ils sont tous britanniques. Le choix du sujet s'est rapidement posé comme une évidence dans l'industrie du cinéma de genre britannique et marqué par une identité forte, celle d'un cinéma qui a très souvent réussi à trouver un équilibre entre le cinéma d'auteur et le cinéma de divertissement, maîtrisant ainsi le grand écart parfait entre le cinéma de Ridley Scott et celui de Ken Loach. Une méthode que nous, Français, les maîtres du cinéma d'auteur, entre guillemets, on jalouse secrètement tant elle est ancrée dans l'ADN de ces cinéastes britanniques qui ont pourtant quasiment tous fait leurs armes à la télévision. Les cinéastes que j'ai cités précédemment sont les héritiers de deux cultures qui, chez eux, ne s'opposent pas mais se marient sans aucun complexe, donnant naissance à un cinéma de la spontanéité, un cinéma libre dans son expression et surtout engagé dans ses intentions. Alors que la France a longtemps méprisé le genre, le rabaissant à un cinéma de niche, incompatible avec les valeurs d'un certain cinéma d'auteur, le cinéma britannique, lui, a démontré depuis des lustres que le fantastique est un merveilleux outil d'expression, permettant ainsi de traduire avec subtilité nos peurs sociétales. Et ce, à travers des films qui ressemblent à leurs auteurs, des films qui sont les témoins de leurs époques, des films où la forme ne se détache pas forcément du fond, des films qui font de cette culture une exception et non une exception culturelle. Les films dont nous allons parler aujourd'hui sont tous très différents, mais pourtant passionnants parce qu'ils témoignent de la richesse que le cinéma britannique nous a offert ces 50 dernières années. Une façon de vous démontrer que le cinéma britannique est indispensable et qu'il est surtout so British. Tu devais pas le faire avec l'accent du Sud pour m'imiter? Il n'avait pas la voix de Frédéric Mitterrand. Et vous allez voir, je ferme les yeux pendant qu'il C'est un film drôle. Un film magnifique. Vous comprenez rien, pagnol. Du coup, on fait un panorama, chronologique. Exactement. Et on Donc, commence bien sûr avec Xavier, parce que c'est Voilà. lui qui va toujours au tréfonds de l'histoire du Papy cinéma. Xavier. oui, voilà, en gros, c'est moi qui regarde les films de vieux, quoi. J'ai bien compris. Bah, hein. c'est raccord De avec, Yeuve. avec ta personnalité. Hein. Qu'as-tu Ah non, choisi, de Dieu. Xavier? Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un classique du cinéma britannique, un classique de la science-fiction et juste un film que j'adore. Donc je vais vous parler des Monstres de l'espace. Le titre Donc, anglais, s'il te plaît. Alors, je sais que le titre français donne tout de suite l'impression du film à papa, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais le titre original est Quatermass and the Pit. Alors, donc, il s'agit donc d'un film britannique réalisé par Roy Ward Baker. C'est un film donc sorti en 1967. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit du 3e long métrage dans lequel on peut voir le personnage de Bernard Quatermass. Donc Bernard Quatermass, en fait, c'est un personnage à l'origine de Serial. Et c'est un personnage qui a été extrêmement populaire dans la décennie des années 50 à 60. Et à la base, donc ces Serial, en fait, c'était 3 séries, on va dire.
Bon, imaginez une histoire qui dure 3 heures, coupée en 8 parties. Voilà, en gros, c'est ça un serial. À la télévision. C'était un, Voilà. on va dire, un copain de Doctor Who en matière de, Ouais, voilà, globalement. de célébrité, la face du domaine dans lequel il agissait dans le fantastique, la télé. Exactement. Enfin, voilà, c'était vraiment. Voilà, on sera un petit peu dans le délire Doctor Who, effectivement. Donc en fait, Quatermass a eu droit à 3 sérioles. Et l'une des grandes particularités de ce personnage, c'est que donc chaque sériole de 3 heures a eu une adaptation cinématographique qui a suivi. Qui est un remontage ou... Non. Un vrai film a été fait à partir du scénario du serial. Donc à la base, on a eu donc... À la base, donc, il s'agit donc de production Hammer au niveau des films. Et donc les 2 premiers, qui sont donc Le Monstre et la Marque, alias The Quatermass Experiment et Quatermass 2, ont eu un petit succès. Mais à l'époque, étant donné que la Hammer était en plein boom de Dracula et de Frankenstein, plus mélangé avec la lassitude sur le personnage de Quatermass, très rapidement, après le 3e sériole, l'adaptation cinématographique du 3e n'est pas arrivée tout de suite. Donc pour vous donner une idée, donc le personnage de Bernard Quatermass, c'est un physicien réputé, donc c'est un mec plutôt malin, très vif, et que personnellement moi j'apprécie beaucoup. Donc dans les monstres, j'espère bien. Donc les monstres de l'espace, c'est donc la 3e itération de Bernard Quatermass, donc l'adaptation du 3e sériole. Donc dans ce film-là, en fait, il y a des travaux dans le métro londonien, et en fait, à la station Hobbs Lane, des ouvriers vont découvrir des ossements, mais des ossements vraiment bizarroïdes. Qui pourrait laisser penser à des sortes de nains et tout. Et donc forcément, du fait qu'ils ont trouvé des ossements, des scientifiques vont arriver pour pouvoir continuer à faire des recherches. Suite aux recherches, très rapidement, on va découvrir ce qui semble être une bombe. Donc l'armée va s'en mêler. Mais très rapidement, la bombe va en fait s'avérer être autre chose. On ne sait pas ce que c'est. Et au fur et à mesure de l'histoire, des choses étranges vont arriver. Le professeur Quatermass, lui, arrive parfaitement par hasard sur le sujet et ne se rend pas compte à quel point toute cette histoire va changer sa vie. Donc en fait, le personnage de Bernard Quatermass, c'est un personnage culte en Angleterre, et le film, enfin toutes les séries et les films sont cultes, mais Les Monstres de l'espace a ce petit truc particulier qui le rend vraiment qu'il sort vraiment du lot, quoi. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, les 2 premiers sérioles ont été adaptés très rapidement en film, mais étant donné que donc Dracula et Frankenstein fonctionner du feu de Dieu pour la Hammer a un peu décidé quelque part d'attendre la fin du filon de ces 2 séries pour se remettre sur la série Quatermass. Et donc du coup le film n'est sorti que en 67, à peu près 8-9 ans après la diffusion du serial. Donc c'était un instant parfait, parce que la lassitude, on peut dire, était passée, et surtout ça leur a permis de changer l'atmosphère de Quatermass et changer d'acteur. Et donc du coup, c'est dans ce film-là qu'on va voir le meilleur acteur possible pour Quatermass. Il n'y en a pas 3 ? Après, si tu comptes les sérioles, oui, il y en a 3. Voilà. Donc du coup, en fait, ce film-là, malheureusement, n'a pas eu de chance. Il est sorti la même année qu'un petit film de science-fiction qui s'appelle 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc forcément, il a été très rapidement oublié. L'autre particularité, c'est qu'il s'agit d'un film de science-fiction qui avait très peu de budget, et autant il y a beaucoup de scènes qui sont vraiment bluffantes. Je pense en l'occurrence à une scène où la chose en métal va se réveiller, qui est assez bluffante. Mais parallèlement à ça, il y a certains fossiles, je ne vous dis pas quoi, tu as vraiment l'impression que c'est du plastique, quoi. Donc ça casse un petit peu la chose. Pour les fans, pour ceux que je pourrais aguicher par ce biais-là, sachez qu'il s'agit en fait de pour moi, c'est l'un des films qui a vraiment subi la plus grosse influence de Lovecraft. À l'époque, tu avais quand même assez peu de films que je pourrais dire Lovecraftien. Alors attention, on parle pas du mythe de Cthulhu, on parle pas du monde du rêve, je parle vraiment de la mécanique implacable de Lovecraft, la mécanique même qui va sonder au fond de l'être humain dans ce qui est de plus noir, de plus sombre, de plus dégueulasse. Et Destin. voilà.
Voilà. Il y a plus loin et plus sombre, hein, et plus dégueulasse encore. Oui, que non, mais- l'intestin. Il y a ta mère. Et donc, Allez, du coup, maman. ce Me venger. Quatermass 3, on pourrait dire, a bénéficié, on va dire, de tout ce que la Hammer avait commencé à mettre en place avec Frankenstein et avec Dracula, pour ce côté aussi inéluctable pour une certaine dose de folie, et y compris pour la place de la femme aussi dans les films. Donc c'est quelque part, il y a un petit côté synthèse de la Hammer que j'apprécie particulièrement. Donc en fait, pour ceux qui se demanderaient quelle est la différence avec le serial, en fait la fin est complètement différente, en plus de squeezer carrément une sous-intrigue. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que en fait, le film est une très très bonne adaptation du serial. On retrouve quasi tous les ingrédients de la série, ce qui est assez étonnant pour une adaptation. Mais la touche Roy Ward Baker, donc le réalisateur, a vraiment amené quelque chose de sombre, de vraiment désespéré dans le film que tu n'avais pas dans le serial. Puis cette mise en scène est très chouette. Non mais la mise en scène est incroyable. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, Roy Ward Baker, c'est réalisateur entre autres de Dr. Jekyll and Sister Hyde, qui est un de ses autres très grands films. Donc à la base, le mec il bossait pas forcément pour la Hammer, hein, mais je crois même qu'il bossait même pas encore pour la Hammer à ce moment-là. Et en fait il est arrivé sur Quatermass parce qu'il avait réalisé un truc qui s'appelle Atlantic Latitude 41 qui avait cartonné. Et donc naturellement quand la Hammer a décidé de relancer le projet, ils l'ont pris. Et vraiment on sent sa patte. Si vous regardez les Quatermass 1 et 2 en film, qui ont été faits coup sur coup, avec même acteurs, même réalisateurs, vous allez vous prendre une sacrée claque en regardant le 3, quoi. Le 3, c'est ce sentiment désespéré qui va vraiment vous prendre aux tripes. En plus, on a un scénario de science-fiction qui est vraiment topissime, Super Qui- ambitieux. qui ne s'arrête jamais, qui est vicieux. Et on arrive vraiment à la fin du film avec une fin mais que je trouve monumentale, quoi. Je vous dis pas quoi. Et ce film a tellement marqué qu'il a même marqué plusieurs réalisateurs, dont un réalisateur qui s'appelle John Carpenter. Et même si généralement c'est plutôt connu quand même, puisque forcément pour certains scénarios, il a quand même carrément pris le pseudonyme de Quatermass pour masquer sa présence. C'est même au-delà de ça. La trilogie de l'Apocalypse n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu ce Quatermass. Il y a vraiment des liens très particuliers, même au niveau de l'écriture des scénarios. Et je ne parle pas juste des références comme Hobbs Lane ou autres que tu pourrais retrouver dans l'Entre de la folie. Je parle vraiment au niveau de la structure, au niveau des thématiques. Et en l'occurrence, pour moi, un film comme Prince des Ténèbres est un quasi-remake de Quatermass 3. Top, pas de spoiler, nous ferons le prochain podcast sur John Carpenter. Voilà, c'est une révélation. Hop, breaking Voilà. news. Et donc, je parlerai plus de John Carpenter et de ce film la prochaine fois. Et- Bah... On peut aussi voir un lien entre la marque et The Thing un peu. Oui, tout à fait, Ouais. tout à fait. Non, mais après, Carpenter a quand même... c'est pas juste le troisième. Hein, et, franchement, Carpenter est quand même très fan de l'ensemble de Carpenter, de Quatermass. Et pas que des films, hein, d'ailleurs, des serials aussi. Parce que la marque étant le Quatermass suivant. Le deuxième. Ouais. Le deuxième. Le précédent, pardon. Et pour ceux qui sont vraiment jusqu'au boutistes, mais alors je vous avoue que moi celui-là je ne l'ai pas vu. Il y a un quatrième Quatermass qui s'appelle Quatermass The Conclusion. Là-dessus je peux pas vous dire plus, mais il a été fait très longtemps après et moi personnellement ne me disait pas plus que ça. Il y, Toujours sur en la a un bannière cinquième, Quatermass Moldo aussi. Non. Voilà, donc je ne sais pas Je si crois vous que Cyril l'avez est vu. désespéré. Non, parce que je cherchais à faire un jeu de mots, je pensais faire Alors, Quartermaster moi, of Champion, c'est mieux ton Moi, truc. j'ai vu le Quatermass premier et le Masturbation. troisième. J'ai vu le premier et le troisième. Et en fait, un truc que tu dis pas quand même sur le personnage de Quatermass, c'est quand même un gros salaud, quoi. Oui, C'est ça qui est assez marrant, je trouve, dans cette série, c'est que c'est jamais lui qui... Enfin, il parle à tout le monde comme à de la merde. Il fout des droites à des Lui, personnages. ce qu'il veut, c'est faire des expériences particuliers. scientifiques. Il s'en fout des gens quand même. Il est pas très sympa. Et en plus, souvent, c'est pas lui qui trouve la solution C'est finale. C'est quand même assez étonnant puisque c'est lui le héros théoriquement, quoi. Il la trouve, mais il la résout pas, forcément. Bah non, il la trouve pas. Hein. En général, c'est un gars qui passe par là qui fait tu crois pas qu'il faudrait faire ça pour tuer le monstre? Ah ouais, tiens, et hop, il teste, il fait ouais, c'était mon idée. Donc c'est assez marrant. Mais j'ai aussi beaucoup aimé le premier. Je pense qu'il faut le voir aussi. Et le premier, je le trouve vraiment terrifiant, quoi. Enfin, il y a un monstre final. non, mais tout, faut regarder tout Quatermass Oui, faut de tout toute regarder. façon. je Là, tenais à te remercier parce que cette série faisait partie de ma shame-list et j'avais mes DVD 7-7 que j'avais pas déballé depuis peut-être 10 ans et là c'était l'occasion de découvrir et je suis très content d'avoir enfin vu ces films. Ouais, non, c'est bien, c'est vraiment super. On continue avec le film de Laurent. Voilà, alors là on fait un
petit bond dans le temps quand même. On va dans un cinéma radicalement différent, mais toujours british. Je vais vous parler de Ne vous retournez pas, Don't Look Now, de Nicholas Roeg, un film de 1973. Alors Nicholas Roeg, c'est peut-être son film le plus célèbre avec L'homme qui venait d'ailleurs. Qui est son film suivant d'ailleurs. Qui est son film suivant. Le précédent était La randonnée, The Walkabout. On peut dire que il avait déjà rien qu'avec ces trois-là légèrement posé ses couilles sur la table et montré à quel point c'est un cinéaste d'exception. C'est vraiment. C'était sa meilleure période. Hein. Nicolas Roeg, là, vous regardez cette période-là, c'est bon quoi. Eureka, c'est lui Comment Eureka, ouais. Et c'est le truc sur le couple enquête. Qui est le film après L'homme qui venait d'ailleurs. Un thriller sur un couple qui est sorti il n'y a pas très longtemps en Blu-ray en France chez. Éléphant. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, qui ont sorti plusieurs Nicolas Roeg en Blu-ray, dont Ne vous retournez pas d'ailleurs. Bref, ne vous retournez pas, de quoi ça parle. Alors déjà, il faut savoir que c'est une adaptation de Daphné du Maurier. Enquête sur une passion, voilà. Un film magnifique avec Garfunkel ou Simon. Et de mémoire, c'est Potemkin qui les a sortis, les Roeg. Donc, Ne vous retournez pas, c'est une adaptation de Daphné du Maurier, une écrivaine fort connue, qui a notamment été beaucoup adaptée par Hitchcock, puisque Rebecca, La taverne de la Jamaïque, Les oiseaux. D'ailleurs, Ne vous retournez pas pourrait être un Hitchcock, mais un Hitchcock nouvelle vague, on va dire. Mais il contient beaucoup de motifs hitchcockiens. Un mari accusé à tort d'un meurtre, des choses comme ça. Mais l'approche est radicalement différente du cinéma de Hitchcock. Donc ça met en scène deux personnages, John et Laura. John étant incarné par Donald Sutherland et Laura par Julie Christie, qui sont un couple marié qui se retrouve à Venise pour deux choses. Là, parce que John a été engagé pour rénover une fresque dans une église, et surtout parce qu'ils essayent de se sortir du deuil de leur fille qui est morte noyée dans l'étang familial dans leur maison anglaise, et voilà, ils ont beaucoup de mal à surmonter la mort de leur enfant, et donc ils essayent de profiter de cette escapade de Venise pour un petit peu essayer de repartir sur des bonnes bases. Sauf que ils sont confrontés assez rapidement à des choses étranges. Il faut savoir déjà qu'il y a un tueur en série qui a l'air au moment où ils y sont de sévir sur Venise. On retrouve des corps qu'on sort de la lagune atrocement mutilés, et très vite Laura rencontre dans un restaurant deux femmes, dont l'une est une aveugle douée d'un don de voyance, et elle dit très vite à Laura qu'elle a vu sa petite fille à côté d'eux, et qu'elle avait l'air très heureuse. Donc Laura devient assez obsédée par cette idée de fantôme, alors que John, lui, au contraire, le mari, veut rester quelqu'un d'assez cartésien et ne veut pas que sa femme entre dans cette espèce de désillusion. Et petit à petit, lui-même va commencer à s'inquiéter pour sa femme. Il va être témoin de scènes assez étranges qu'il ne va pas comprendre. À un moment donné, leur autre enfant, parce qu'ils ont un autre enfant qui est en pension en Angleterre, va avoir un accident en pension, donc sa femme va devoir quitter Venise, et pourtant John est persuadé de la voir à un moment donné alors qu'elle est censée être en Angleterre auprès de leur enfant. Voilà, il va rester tout seul et va être confronté à des visions qu'il ne va pas comprendre et qui vont l'amener à un destin. Un destin dont il va être difficile de ne pas parler lorsque je vais vous parler de ce film, puisque je vais spoiler, voilà, puisque le film parle, en fait tout le sujet du film est la destinée d'un homme qui ne va pas vouloir voir les signes que l'au-delà, peut-être, on ne sait pas, en tout cas qu'une force essaye de mettre devant son chemin pour le prévenir de ce qui va arriver. C'est flagrant dès la scène de la mort de sa petite fille, où il est en train de travailler sur des diapositives, elle est en train de jouer dehors, et d'un coup une diapositive va inexplicablement se tacher de rouge, et sans qu'on comprenne pourquoi, et ça devrait être un signal que quelque chose d'étrange va arriver. Il n'y fait pas attention, et sa petite fille meurt peu de temps après. Au fur et à mesure du film, voilà, dans ces pérégrinations dans une Venise qui n'est absolument pas filmée comme Venise est filmée d'habitude, on est extrêmement loin du Venise du tourisme. D'ailleurs, c'est vraiment ce que Nicolas Roeg voulait éviter. Il a catalogué tous les lieux qu'on voyait tout le temps dans les films sur Venise. Il a dit bon, on n'y va pas, et il l'a filmé d'une autre façon. Ça rappelle pas mal de la façon dont Aldo Lado l'a filmé dans Qu'il a vu mourir, ou aussi Je suis vivant. Je suis vivant, oui. Voilà. Et ce qui est marrant, en fait, ce qui est absolument brillant dans ce film, c'est la narration et le montage. C'est
En fait, c'est vraiment un thriller presque classique quelque part, mais qui est raconté d'une façon totalement labyrinthique. C'est vraiment une expérience de montage notamment. Et en fait, on peut y voir deux choses. On peut y voir soit l'histoire d'un homme qui ne veut pas voir les signes et qui est victime de son ignorance, soit on peut y voir l'histoire d'un homme qui va être confronté à son destin parce que il a voulu suivre ces signes. Donc c'est une espèce de serpent qui se mord la queue, dans le sens où peut-être que s'il n'avait pas voulu regarder ces signes, il n'y serait pas arrivé ce qui lui est arrivé. On n'en sait rien. Voilà, c'est assez vertigineux en matière de mise en scène. Oui, tu voulais me dire quelque chose. Oui, il y a aussi une interprétation plus narrative, on va dire, parce qu'à un moment donné, un des personnages, une des deux nanas, une des deux vieilles dames, lui dit, en gros, tu as le Shining, en fait. Tu as, enfin, dit à sa femme, en fait. C'est plutôt le personnage de Julie Christie. C'est-à-dire qu'il est capable. Il est capable de voir des choses. Il est capable de voir des choses, mais il ne veut pas. Oui. Les voir, c'est ça le problème, c'est qu'il refuse de les voir. Il y a quelque chose de profondément fantastique aussi. Justement, pour trancher entre vous, je vous conseille de lire la nouvelle justement, et vous allez voir. Vous allez voir. Voilà, mais dans la nouvelle, c'est. Non, dis-nous. Parce que je serais obligé de révéler quelque chose et je préfère que les gens se rendent compte par eux-mêmes. Mais tu me diras en off. Ouais, voilà. Mais dans la nouvelle, il y a une phrase qui est beaucoup plus explicite et qui est liée quelque part à la scène de sexe que. Tout à fait. J'allais en parler justement. On parle justement. Forcément. Voilà, non, déjà on parle du montage et le moment le plus incroyable dans le film en matière de montage et cette très célèbre scène de sexe qui a valu pas mal de déboires au film parce que il a failli être classé X aux États-Unis et Nicolas Roeg a dû couper genre 9 photogrammes pour réussir à éviter la classification X. Et l'autre élément, c'est aussi qu'il y avait la rumeur que c'était du sexe non simulé. Voilà, c'est ça. Et ensuite, il y a aussi en Angleterre, le film a été classé X à sa sortie en salle. Et quand le film est sorti et passé à la télé, la scène de cul a été juste coupée. Et d'ailleurs, apparemment, ça a provoqué un tollé des téléspectateurs qui connaissaient le film, qui voulaient revoir la scène de cul, qui ont appelé la chaîne télé en disant mais où elle est où la scène de cul. Voilà. Moi, je voudrais juste préciser que la scène de cul est un élément capital dans le film. Totalement. Mais vraiment. Quoi. Et elle est alors justement en termes de montage, là où elle est assez incroyable, c'est qu'elle est c'est un mélange de passion et de morte passion. C'est-à-dire que c'est une scène de sexe qui célèbre à la fois le sexe et qui en même temps montre que ce couple est mort. C'est-à-dire que qui montre que ce moment de sexe vraiment passionné n'est qu'une tentative d'essayer de faire revenir leur amour. Et en fait, chaque plan de sexe est entrecoupé d'un plan de après le sexe. D'eux en train de se préparer pour aller au resto. Et on est confronté, enfin, on n'arrête pas de passer de la passion à la normalité la plus totale. Et au final, on se rend compte voilà, que cet élan de charnel qu'ils ont eu l'un pour l'autre n'est suivi par rien. Voilà, c'est juste c'est quelque chose de profondément désespéré. Ça arrive assez tôt dans le film et c'est très étonnant. D'autant qu'en plus, quand on connaît les conditions de tournage, c'est-à-dire que ça a été la première scène qui a été tournée pour les deux acteurs, parce que Nicolas Roeg avait dit comme ça on va s'en débarrasser de cette putain de scène, et ils n'avaient pas de directive, ils se caillaient les meules et ils savaient pas ce qu'ils devaient faire. Je crois qu'ils avaient juste pu boire un peu d'alcool exactement, avant, un peu de champagne avant histoire de se déstresser. détendre. Et puis après il y avait deux énormes caméras Bolex qui filmaient avec un son de caméra super fort, donc il n'y avait absolument pas d'ambiance intime ni quoi que ce soit. Et il dit, en gros, ils suivaient les trucs, fais semblant de le sucer, tiens, monte sur lui et tout. Voilà, pour eux, ça n'avait absolument rien de sexuel. C'est vraiment la magie du montage, de la musique, parce qu'on va parler aussi rapidement de la musique, qui fait que cette scène est extraordinairement sensuelle et touchante, et en même temps triste et froide. Et elle contient en effet tout le film sur cette. C'est un film sur les pulsions, enfin pas sur les pulsions, c'est un film sur comment on essaye de vivre quand on est mort à l'intérieur, comment on retrouve pour certains personnages la vie parce qu'on accepte la mort, et au contraire comment on perd la vie parce que on n'a pas accepté la mort de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est magnifique. La musique, oui, vite fait, parce que c'est le premier score de Pino Donaggio, qui était jusqu'ici connu en Italie pour plutôt des hits dance, et qui a ensuite été notamment un des compositeurs fétiches de Brian De Palma sur Carrie, Pulsion, Blowout. Voilà. Que vous dire de plus sur ce film, si ce n'est que c'est un chef-d'œuvre parce que ça fait peur.
mais putain ce que ça fait peur quand ça veut le faire, c'est vraiment flippant. C'est extrêmement touchant, c'est d'une tristesse insondable, c'est filmé magnifiquement. Voilà, c'est vraiment pour moi des grands chefs-d'œuvre. Si vous aimez les moustaches, c'est vraiment pour moi des grands chefs-d'œuvre du cinéma anglais. C'est pour ça que j'ai tenu à choisir du cinéma tout court même. Et ce film a aussi la petite particularité de me permettre de faire un bel enchaînement avec le film de Véronique, puisque il est tu sorti. vas parler à ma place. Voilà, il est sorti en Angleterre en double programme avec The Wicker Man. Mais avant, juste une petite chose. Vous avez un truc à dire sur Ne vous retournez pas? Je trouve que tu t'en es bien débrouillé, tu t'es très bien débrouillé pour raconter un peu le film, parce que c'est un film très difficile à raconter, et c'est parce que c'est un film qui se ressent en fait. Oui. Moi, vraiment, c'est les deux fois là, je l'ai revu pour la deuxième fois. C'est vraiment un film voilà que tu très difficile à expliquer, très difficile à mettre des mots dessus, très difficile à même dire pourquoi la fin est comme ça. C'est limite tu vas vers de la masturbation intellectuelle en fait d'une certaine façon. Alors que là pour le coup c'est un film qui pour moi qui se ressent complètement. Tu peux refuser de l'interpréter, et tu peux complètement ressentir quand même ce que veut dire le film sans avoir à mettre des mots sur. C'est pour ça que c'est assez incroyable. Moi je l'ai pas vu depuis je crois 15 ans quand je l'avais découvert en DVD quoi. Et j'ai souvenir d'un film gothique mais qui n'a pas les apparats du film gothique en fait. C'est ça qui était fort, c'est que c'est vraiment gothique, ça transpire la mort dans le sens ça pèse tout le long du film. La mélancolie, voilà, mais il n'y a pas les froufrous, les robes noires, machin, tout ce qu'on peut voir dans les films gothiques. Et je trouve ça très fort. C'est même un film très humide, je trouve. Oui, d'ailleurs, ce qui veut ça, mais c'est le cadeau, non, mais ça. en plus, c'est marrant que tu dis ça parce que l'élément de l'eau est vraiment important, central dans le film. La petite fille mort dans l'eau, les corps sont retirés de l'eau. Il y a plein de références à l'eau dans le film, et c'est une des symboliques importantes. Ils perdent leur enfant et manque de bol, ils finissent à Venise. Quoi. Voilà. Moi, je voudrais juste rajouter un petit détail qui est juste une manière de donner des clés à ceux qui ont envie de se prendre la tête, parce qu'il y en a qui aiment se prendre la tête. Certes, le film peut se ressentir, mais à un autre moment, soyez attentifs au cadrage. Il y a un travail sur les cadrages qui est absolument hallucinant. Les détails sur les yeux, ça c'est l'autre élément. Sur le fait de voir, sur le fait de ne pas voir. Ce qui rejoint le fait que le personnage ne veut pas voir les signes. Il y a une femme aveugle au plus. Voilà, il y a plein d'éléments, même des fois c'est des éléments qui sont dans le second plan. Le décor, notamment en fait, un magasin d'optique. Exactement, oui, exactement. Et du coup, en fait, tout ça va vraiment mettre dans la position de Donald Sutherland. Et élément capital, mais vraiment c'est très important quand vous allez regarder le film, il faut vraiment commencer à le regarder dans l'obscurité la plus totale. Parce que vous allez voir la manière dont le film a de commencer, c'est très important pour comprendre en plus le personnage de Donald Sutherland. Donc voilà, vraiment regardez-le dans l'obscurité, regardez pas ça un après-midi, pas sur un téléphone, mettez-vous dans les conditions. T'as aimé, Véro ? Tu m'as déjà donné envie de le revoir. Moi j'adore, hein. Du coup je l'ai revu avec plaisir pour préparer ce podcast et je le trouve hyper touchant. Et en fait c'est marrant parce que je l'ai vu plusieurs fois et la toute première fois où je l'ai vu, la scène de sexe m'avait vraiment gênée. Je me suis dit c'est long et tout, et en fait c'est que à la deuxième vision que j'ai compris en fait cette scène. Et c'est vrai que la première fois c'est un peu surprenant quand même, on va pas se mentir. Oui. Mais oui, c'était vraiment j'adore, et voilà, très bon choix. Et c'est un très bon choix, mais c'est le deuxième meilleur film anglais derrière The Wicker Man, qui est pas non seulement le meilleur film anglais mais le meilleur film de l'univers, on peut dire à peu près. Celui avec Nicolas Cage. Je suis assez d'accord. Non, celui de 1973 de Robin Hardy, que nous avons passé au pif en 2013. Donc, en version Final Cut avec des petits bouts en plus. Que j'ai découvert au pif, j'ai eu cette chance. Donc du coup, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en fait, le pitch, c'est le sergent Howie qui arrive sur une île britannique d'Écosse, une île qui s'appelle Summer Isle, et pour enquêter sur la disparition d'une fillette. Donc cette disparition lui a été signalée par un courrier qui lui a été envoyé personnellement. Donc il débarque sur cette île. Faut savoir que au large de l'Écosse, il y a plein de petites îles comme ça qui sont un peu indépendantes. Lui, c'est un chrétien très pratiquant. D'ailleurs, le film commence sur une scène où il participe à une messe. Et en fait, une fois sur cette île, il est très choqué de découvrir que les habitants pratiquent un culte païen, qu'on enseigne la sexualité aux enfants, que les mœurs sont très libérées. Et en plus,
clairement, tout le monde lui ment à propos de cette fillette. On lui fait croire que c'est un lapin, que c'est un lièvre, qu'elle n'existe pas. Un coup, elle existe, un coup, elle n'existe pas. Donc, il est vraiment intrigué par ça, complètement troublé en plus par les avances que peut lui faire la fille de l'aubergiste, très sexy. Alors que lui-même s'est promis à son épouse, donc il est toujours vierge. Et en fait, il va découvrir, alors je vais pas du tout spoiler la fin parce que ce serait vraiment dommage, mais la fin du film est vraiment absolument terrifiante, alors que toute la force du film, c'est vraiment de pas du tout être gore ou violent. Donc il y a vraiment zéro gore, zéro violence. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est que donc il date des années 70, que sur cette île, il y a le Lord Summerisle, qui est donc on va dire le maire de l'île, qui est joué par Christopher Lee. Et on parlait tout à l'heure de la Hammer. Christopher Lee, il sortait justement de cette période Hammer où il a joué Dracula moult fois. Et donc c'est sa période cimetière, comme il l'appelle lui-même. Donc du coup, il voulait un peu casser ce personnage un peu gothique, justement. Et donc il a signé pour ce film qui a été fait par un autre studio, qui n'est pas la Hammer, qui était la British Lion Corporation, qui était un studio concurrent. Et c'est un coup réussi, puisque The Wicker Man, si ça n'a pas été un succès tout de suite, quand même, au fil des années, a acquis un statut vraiment de film culte que vous devez avoir vu absolument. D'ailleurs, je crois même que maintenant il fait partie des 100 films du cinéma britannique à avoir vu absolument. Je crois. Ça m'étonne. Certainement. Avec Ne vous retournez pas d'ailleurs. Certainement. Juste un mot sur Robin Hardy, le réalisateur, qui en fait n'a quand même rien fait d'autre, parce qu'il a fait un chef-d'œuvre. Et puis voilà, il a fait quand même une suite longtemps après qui s'appelle très longtemps The Wicker Tree en 2011. Avec Nicolas Cage. Non, même pas, c'est même pas lui. Non, c'est un remake, le Nicolas Cage. Non, il a fait The Wicker Tree. Oui, avec une labute qu'il a fait. Oui. En fait, Robin Hardy, il a beaucoup écrit. Et en fait, The Wicker Tree, c'est en fait une pseudo-adaptation C'est d'un un de ses successeur bouquins. spirituel, Voilà. d'après ses propres mots. Et c'est pas terrible, quoi. Parce qu'en fait, c'est... Enfin, sans vouloir casser ton truc. Allez, vas-y. Non, mais il y a dans Wicker Man, l'élément du paganisme est une donnée extrêmement importante. Et en fait, dans Wicker Tree, je trouve personnellement qu'il cède un peu à la facilité en mettant des chrétiens born again qui vont partir en mode missionnaire pour apporter la parole de Dieu sur la petite île et vont se heurter au paganisme de l'île. Mais c'est un peu fastoche. Non, mais quoi. cela dit, c'est intéressant parce que justement, ce qui est bien dans The Wicker Man et par rapport à la thématique des films britanniques qu'on a choisis, c'est que typiquement, le fait que ça se passe sur ces îles-là, c'est vraiment typique de l'Écosse pour le coup. Le fait qu'il y ait des communautés comme ça, un peu isolées du reste du monde et qui développent leur propre culture. Donc c'est en gros l'île de Summerisle, elle n'existe pas vraiment, mais elle est située dans les îles Hébrides d'après ce qu'on comprend dans le film. Et en fait, c'est des régions qui ont longtemps été influencées par la Norvège et donc les Vikings en fait. Donc le christianisme est arrivé longtemps après. Et en fait, dans certaines îles, soit il y a encore des rites mystico-païens, alors un peu New Wave, hippie, etc. Il y a des vestiges style Stone Age, etc. où les gens font des cultes un peu rigolos. Soit justement, comme le dit Xavier, il y a des chrétiens pour le coup qui sont hyper pratiquants, et c'est dans ces îles-là par exemple que le sabbat est encore donc le sabbat du dimanche, pas les sabbats des sorcières, est encore respecté. Donc c'est quand même des microcosmes hyper influencés religieusement. Moi ça va bien, ça va. Donc, je supplée Cyril parce que Cyril est éteint ce soir. Cyril est fatigué. Il a fait une insomnie hier. Il a fait une insomnie. J'ai regardé Dickeneck, je vous rappelle. Il a les yeux tout Ah bah rouges. voilà, c'est ça. Et il fait zéro blague. Donc à un moment donné, je suis désolé, je Mais tente peut-être des qu'il y en a trucs, pas mais à je suis faire. pas au niveau. On peut peut-être récupérer des rushs des anciens Voilà. Pifcast. Ouais, on Ouais, placera voilà, mes couilles sur ton front, et voilà. Ça fera quoi Un dindon. Ça fait un dindon. Du coup, la religion, donc ce que tu disais, le paganisme est intéressant dans The Wicker Man, et c'est assez passionnant de voir ce que ça pourrait donner si ces religions-là existaient vraiment. Parce qu'en réalité, donc Robin Hardy s'est inspiré de plein d'éléments qu'ils ont trouvés. Enfin, à la base, c'est inspiré d'un roman qui s'appelle Ritual, mais ils ont après ajouté plein d'éléments historiques qu'ils ont piochés à droite à gauche, et notamment l'homme de paille. Dosier. D'osier, De voilà. paille, ouais, D'osier, ouais, qu'on voit à la fin et qui est sur pas mal d'affiches.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est la confrontation donc de la religion catholique avec le paganisme, et notamment justement, donc il y a cette cérémonie au début où ceci est le corps du Christ, etc. Finalement, pris avec beaucoup de recul, c'est assez absurde. Et lui-même, le sergent Howie, en fait, va être confronté à des choses qu'il considère complètement absurdes, du genre, il y a des filles nues qui sautent au-dessus d'un feu de camp, et on lui explique que c'est pour la procréation sans pénétration. Et l'épilation. Et voilà, et du coup, il trouve ça complètement absurde, alors que c'est le principe même de la Vierge Marie, quoi. Donc c'est assez marrant en fait cette confrontation. Et il y a toute une longue, vraiment pile au milieu du film, une longue discussion entre Christopher Lee et le personnage de Christopher Lee et lui, qui est absolument passionnante. Où notamment Christopher Lee dit Dieu est mort, il a déjà eu sa chance, il l'a laissé passer, donc laissons place au nouveau Dieu. Et c'est assez intéressant. Et l'autre truc quand même primordial dans ce film, je termine là-dessus et je pense que Xavier va enchaîner, c'est la musique, puisque c'est un film très musical en fait. Pas mal de scènes sont accompagnées de musique chantée par les personnages, donc puisque on est dans une espèce de culture païenne où des chansons accompagnent et des chansons aux paroles très explicites évidemment. Et en plus, ça recoupe avec la culture anglo-saxonne, évidemment, toute la musique pop. C'est vraiment des musiques accessibles. Il y a un côté vraiment presque comédie musicale au film, des chansons qui restent. C'est marrant, j'avais plus en tête, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, une musique un peu à la Alan Stivell, avec de la harpe et tout. Non, on est c'est vraiment plus, folk. Ouais, plus voilà, folk, on est vraiment dans un Stivell, registre disons que folk, c'est folk. Alan Stivell, c'est du folk vraiment de la campagne avec juste une harpe et des trucs comme ça. Mais je me rappelais pas que c'était un peu pop. Tiens, c'est marrant. C'est folk, quoi. Ouais. Et en fait, c'est vraiment, mais c'est hyper agréable. Et c'est pour ça que c'est un de mes films préférés, parce que c'est un film qui réunit tout ce que j'aime. Il y a de la musique. Donc tu aimes sauter nu au-dessus Je saute chaque soir au-dessus d'un feu de camp, et voilà. C'est cool de le faire. Hein. Ouais, en plus pour l'épilation, c'est pratique. Non mais c'est plutôt cool à faire, quoi. Et donc juste pour finir, il y a un remake qui a été fait en 2006 par Neil LaBute avec Nicolas Cage. Non, il n'y a pas de remake. Il n'y a pas de remake. Il n'y a pas d'abeilles. J'ai vu la scène des abeilles qui est assez rigolote en fait, où ils lui mettent un masque sur la tête avec des abeilles dedans, et c'est assez ridicule que c'est de la synthèse, c'est mal fait. Et la scène où il est déguisé en ours et où il met un pain à une gamine. À votre tour, vous en avez pensé quoi de ce film? Moi j'ai vu jeune, je me suis dit what, tout ça pour ça. Quoi parce que j'attendais du fantastique, j'attendais un petit peu d'horreur, et je me suis dit mais what. Et puis je l'ai revu plus tard et puis je me suis dit en fait c'est passionnant, mais voilà, c'est sûr que quand on le découvre jeune et qu'on sait que le film est précédé d'une aura extrêmement culte, ça fait bizarre parce qu'il n'y a rien de ce qu'on attend dans un film fantastique culte. On s'attend pas à ça, c'est sûr. Rien du tout. À part j'avoue, il faut une certaine maturité pour l'apprécier. Voilà, à part des filles nues. Mais en fait, c'est un film qui était pas mal aussi censuré, coupé. Ouais. Il y a eu plusieurs versions. C'est un film, donc on s'imaginait des trucs un peu horribles. Il y a une histoire. Il faut savoir que la première version fait genre 87 minutes et que la suivante, elle a genre 20 minutes de plus, quoi. Et il y a l'histoire d'une actrice, l'actrice principale du film, je crois, qui était la copine de Rod Stewart. Et il a fait racheter les films parce qu'il pas qu'on la voit à poil en fait. Mais sachant que c'est pas elle en fait dans les scènes, c'est une doublure parce qu'elle était déjà enceinte. Non, mais il veut pas qu'on imagine, voilà. Et donc c'est ce qui fait qu'il y a eu pas mal de morceaux qui ont disparu et ça peut jouer le côté attente. Ça on les voit, on le voit. Cette scène-là, il y est toujours. Et quand je l'ai revu avec un âge où j'avais la possibilité de faire marcher mon cerveau, oui, j'ai trouvé ça assez mortel parce que il y a une montée de la tension qui est comique. En fait, c'est ça qui est assez génial, c'est que c'est l'absurdité qui devient l'absurdité de ce à quoi il est confronté par rapport à ce qu'il attend d'un comportement normal. Et c'est vraiment très comique, et comme c'est de plus en plus absurde, ça devient à la fois de plus en plus comique, mais c'est de plus en plus inquiétant. On se demande est-ce que ça va aller jusqu'où je pense que ça va aller. C'est la peur de l'inconnu en fait, dans toute sa splendeur. Et ça fonctionne vachement bien à ce niveau-là. C'est en matière de tonalité et d'étrangeté, c'est un film vraiment inclassable. Je crois que c'est un film à vraiment remettre dans son contexte parce qu'il est complètement à charge contre la religion, je pense. Et c'est là où c'est troublant, c'est que le réalisateur alors, corrigez-moi si je me trompe. Je trouve pas si manichéen que ça en fait, mais... Il n'est pas manichéen, mais quelque part, en se plaçant du côté des païens... mais ils sont païens, mais ils sont religieux. Ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est pas tant un film contre la religion que c'est un film contre la vision unilatérale de la religion dominante, alors que finalement, le fait que plusieurs religions coexistent dans le monde déjà montre qu'il n'y a pas de religion dominante d'une, et que de deux, un culte ne devrait pas considérer un autre culte en le prenant de haut, puisque ils sont tous la seule chose qui compte, c'est ce
quoi chacun croit. Voilà. Mais justement, d'ailleurs, les païens dans le film, à aucun moment, enfin, sauf la discussion avec Christopher Lee, à aucun moment ils ne jugent Oui. la Tout à fait. religion du flic. Oui, alors que Voilà. lui ne fait que ça. Alors c'est pour ça, il est toujours ridicule, en fait, le personnage du flic est toujours Ouais. ridicule jusqu'à ce final qu'on ne va pas révéler pour ceux qui n'ont pas vu. Et de l'autre côté, tu vois que les païens s'en sortent plutôt bien. En fait, Après, ça a l'air cool d'être païen. Bah oui, Franchement, moi, c'est je ça. signe. hein. Je paye ma cotise quand ils veulent. hein. Donc il y a parti pris. Cyril, Non, mais je disais, non, mais j'aime bien le film, mais j'ai pas revu pour l'occasion. tu l'as pas revu en Donc j'en 2013 ai des vagues souvenirs, mais non, j'ai trouvé ça cool. Et l'Asie, je l'écoutais assez souvent, la BO. Dis-moi un truc. Oui. T'as regardé Dick and Egg cette nuit, mais t'en as pas profité pour regarder des films pour le Beefcast. Non, je finissais, je sais plus quoi, et j'ai vu ça. Baisse les yeux, baisse les Bon, yeux. on continue avec le film de Moi, Talal. je me permettais Ah. juste quand même d'agir un petit Ah, peu. pardon, Je vas-y, me permets excuse-moi. d'agir, je me excuse-moi. permets si je veux, hein. Moi, Tu par es contre, permis. je suis tellement Team Véro que moi aussi, Ah. pour moi, c'est un... Faillot. Yay Non, oui, Wicker, c'est un de mes films préférés. Quoi, Ah, pourquoi tu l'as vraiment. pas pris dans ce cas-là? Pourquoi t'as pas pris? T'as pris Quatermass and the Pit, hein? Petit Mais con. parce que Wickerman, c'est un truc qui est quand même relativement connu. Et voilà, bim, héros, tiens. Non, mais c'est juste ça. C'est juste parce que pour moi, Quatermass and the Pit, personne n'en parle jamais de ce truc-là. Et alors que The Wicker Man, tout le monde connaît Wicker Man. Donc, Tout je trouve comme ça un peu je ne dommage, retournerai pas. hein. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est surtout très connu en Angleterre, mais par contre en France, Walou quoi. C'est Parle-en autour de toi de Wickerman. ça- c'est non, non mais- plus, Le film n'est même pas édité Pour en ceux- Blu-ray chez nous, alors que les Anglais ont eu droit Canal à un l'a pas super sorti en film. France. Non, pas le. C'est Studio Non. Canal qui a les droits et Ah ouais, je les sais, Anglais j'ai ont- le coffret complet avec tous Lyonnais les aussi, montages. Il y avait Lyonnais ouais, chez ouais, Cinéma ouais. Quartier. mais qui n'existe pas en France. Mm-mm. C'est bizarre quand même. Ouais, mais tu vois, à partir du moment où tu t'intéresses un peu aux gens et que tu as lu quand même plusieurs livres, plusieurs magazines, tu t'es forcément tombé sur Wickerman. Mais- Tu as forcément cette Mais c'est référence à un typiquement- moment. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez Wickerman ou pas. En fait. Comme ne vous retournez pas est un film généralement que même les gens qui sont pas amateurs de genre Mhm. connaissent. J'ai l'impression que Wickerman, pour le coup, c'est un film qui est plutôt pas connu en France ou plutôt absent en général des colonnes, des Je sais classements. pas, des choses mais comme ça. je serais curieux effectivement de savoir dans quelle mesure. Et à vous cause du connaissez nom, ou les pas. gens peuvent penser que c'est un Marvel, quoi, tu vois. Genre, Et d'ailleurs, Wickerman, Talal l'a Aquaman, découvert au pif, donc la preuve Ah. que les fans de. J'en avais beaucoup entendu parler. Voilà. Et bizarrement, j'étais Shang-Chi, persuadé c'est ça, que c'était encore un film en noir et blanc. On va savoir pourquoi. Peut-être parce que j'avais vu une photo une fois. t'as il y a dû voir des longtemps, photos en noir et blanc, de Christopher Lee en noir et blanc. Et j'étais, mais vraiment, très franchement, avec La fiancée de Frankenstein, c'est ma meilleure projection au pif. J'ai Ah. surkiffé voir Wickerman, découvrir Wickerman en salle. J'ai limite joui. Et Silent Hill 2, c'était bien aussi. pour Quel connard. Eh, c'est le podcast du pif. hein. pour le Tu petit respectes, détail, mec. Hein. pour Attends, le petit faut détail, pas laisser parce que passer bon, ça. hein. Je t'excuse. On s'est excusé pour Silent Hill 2, on continuera s'il faut. non mais Qu'est-ce que en tu fait dis, Xavier pour Wickerman, et je finirai là-dessus, Christopher Lee a toujours considéré que son rôle dans Wickerman c'était son meilleur rôle de toute sa filmographie. Et Ah. le détail qui tue, c'est qu'en plus il a joué gratos. Est-ce que c'est ses cheveux Je pense pas. Bon, on passe au film de Talal, après cette question cruciale. Alors, ça va être très difficile de passer après ces deux films. Et surtout qu'on va faire un gros bond dans le temps, un bond de plus de 30 ans. Il s'est rien passé entre les deux. Bim. Il s'est peut-être pas passé Bah, autant de choses que. non, mais c'est ça qui est surtout, intéressant. ce qui s'est passé, c'est que dans les années 90, quand même, il y a une personne qui s'appelle Margaret Thatcher qui a quand même coupé les fonds qui finançaient le cinéma britannique. Et puis il y avait aussi, Excusez-moi, mais- il y avait aussi Les vidéos les nasty. vidéos nasties, donc le cinéma fantastique était systématiquement censuré. Ceux des autres pays, du coup, Ouais, sur un mais, il y avait- interne. mais par aussi. contre il y avait toujours Doctor Oui, Who, donc oui, oui. Ouais, mais c'est propre, Docteur Who. Et puis, Mais c'est vrai qu'on a eu le revival a eu lieu en 2005, enfin au début des années avec la 2000, nouvelle génération. avec des mecs comme Christopher Smith, comme Danny Boyle, etc. Ouais. Et donc Quoi qu'il y a quand même Ridley Scott, quand même, qui a Oui, mais fait Ridley plus un Scott- cinéma américain, oui, qui a tourné plutôt aux États-Unis. ces mais films qui est fantastiques, il les profondément- a fait plus, il les a fait Ouais. pour les Américains, donc Mhm. enfin son film fantastique. Et donc Talal, tu as Il en a choisi. fait qu'un. Bah, Alien. Alien, oui non mais c'est tout. Bah, et Legend. Et Legend, voilà. Petit Hop, con, hop. ouais. Zip, Blade Runner. zip. Alors, Trois. Ouais, ça fait mal. Bah, c'est bien. Mais il les a tous fait pour les ricains. Voilà. Alors, je vais pas parler d'Alien, mais je vais parler d'un film qui ressemble à Alien parce qu'il en est très inspiré, T'as triché pour le même s'il pays. est très différent. T'as triché pour le pays. Non, j'ai pas triché pour le pays. En fait, On a je pas trouvais dit que ça. c'était un spécial je trouvais ça- Royaume-Uni. Je trouvais Tu ça. parles de comic book au lieu de film, tu triches pour le pays. À Talal, ça suffit maintenant. Hein. j'ai- Laissez-le je trouvais tranquille. ça vraiment dommage qu'on Ouais, se ça fait contente de turc, parler du cinéma anglais alors qu'on pouvait parler vraiment du cinéma britannique dans toute sa splendeur parce que surtout ces dernières années
on a eu plusieurs démonstrations et plusieurs réalisateurs qui sont venus justement des pays de Galles, d'Irlande, d'Écosse. Et en fait, je pense que ce que les Anglais ont insufflé au cinéma britannique, c'est vraiment répandu dans le reste de la. Mais l'Irlande dans mériterait les autres pays. un podcast à lui tout seul en fait. Parce que l'Irlande a été un gros fournisseur de films fantastiques. Et... Enfin bon, je dis ça. Bah, écoute, Je dis rien. Ça tombe bien, je vais parler d'un film irlandais. Voilà, c'est ce que je dis. Tu veux pas te rendormir, Cyril? Oui, je suis en dormir. Va voir Dick Dickeneck. Donc moi je vais parler d'un film de 2005 qui s'appelle Isolation, donc réalisé par Billy O'Brien. Donc de quoi ça parle, Isolation? C'est Dan, un fermier qui accepte de sauver son exploitation agricole parce qu'un laboratoire lui propose de faire des tests de fécondité sur ses vaches afin d'augmenter le taux de naissance et donc le rendement de production. Donc son ex, qui est la vétérinaire du bled, en fait, qui bosse également pour le labo, va très rapidement découvrir que ces expérimentations ont mené à des déraillements assez particuliers parce que les vaches se mettent à donner naissance à des créatures mutantes. Donc comme ça a tout de suite l'air d'être une série B, mais en fait, ou même voire Z en fait, mais c'est un film qui prend une autre direction en fait, parce que très vite en fait on va commencer le film et on va se dire tiens, je suis en train de regarder un film de Ken Loach, parce que c'est un film qui est très lent, qui prend son temps, qui va décrire des personnages très très réalistes, qui sont d'ailleurs servis par des comédiens qui vont prendre un parti pris de le jouer de façon très humaine, même un peu lourde. Et en fait, c'est là où le film tire son épingle du jeu, et c'est pour ça que j'ai choisi ce film-là, parce que j'ai l'impression que c'était, en tout cas dans ces 20 dernières années, un des films les plus emblématiques de ce rapport entre un cinéma social qui veut avoir des intentions et en même temps qui ne va pas pour autant laisser tomber le genre, qui va aller vraiment épouser le genre pour en faire un film autre. Tu veux dire quelque chose, Laurent ? Non, pas du tout, je t'écoute avec beaucoup d'attention. Donc ce film donc est réalisé, c'est le premier film de Billy O'Brien, qui a fait deux films après, qui sont sortis en 2011 et 2014, que je n'ai pas vu personnellement, et je crois qu'ils ne sont pas sortis en dont France. un qui est passé au pif. Ouais, Il y en a un Serial Killer. Alors non, justement ça c'est le quatrième. C'est après. Je pensais que le Ah ouais. second film c'était Moi j'ai vu aussi, Sentia parce qu'on l'a sorti chez Wallside et je l'ai vu. Alors C'est pas terrible, c'est un film de guerre pendant une heure, ouais, quasiment. Et ça vient après un film d'extraterrestres, de mutation et tout, qui est plutôt intéressant. Mais c'est deux films en un et la première partie est pas très intéressante. Après, il y a Morjana Louis qui joue dedans, qui est une des actrices de Martyr. Et le film est curieux sur sa seconde partie, mais voilà, mais personne n'en a entendu parler. C'est sorti chez nous direct en VOD en France. Je me posais la question s'il y avait toujours, si c'était vraiment un film qui assumait le genre avec les deux pieds. Dès ou que ça qui part était, dans la partie fantastique, c'est vraiment. Mais tout le début, c'est un film de guerre façon lambda. Ça se passe en Europe de l'Est. Il y a des soldats qui infiltrent un bataillon ennemi, mais c'est assez lambda et c'est nul au début. Et c'est quand ça part en vrille sur le côté extraterrestre et manipulation génétique que ça devient intéressant. Et du coup, il est vraiment fond dans le fantastique et c'est vraiment très bien cette seconde partie. Mais le film est vraiment inconnu. Je pense qu'aucun de vous l'a vu en fait. Non, je sais pas. Et moi, je l'aurais pas vu pour le boulot. Je l'aurais pas vu. Je pense que je serais passé à côté du. Je connais le titre, sous mais le radar. j'ai jamais eu l'occasion de le voir. Alors justement, moi j'attendais beaucoup I'm Not a Serial Killer que j'ai vu au pif. Et finalement, j'étais très déçu parce que j'avais comme comparaison Isolation. Et finalement, j'avais l'impression d'un film qui était peut-être trop riche et donc confus en fait par rapport à Isolation, qui a un message clair et qui va d'un point A à un C'est point plus B. efficace, effectivement, Isolation. Ouais. Et là, j'étais un peu. Alors, à part le plaisir de voir Christopher Lloyd qui revenait au cinéma dans ce film-là. Donc voilà, j'étais pas déçu de ne pas aimer ce film. Bref, donc pour revenir à Isolation, le film est sorti à peu près à la période des scandales de la vache folle, et justement, Billy O'Brien fait le choix. Billy O'Brien qui a grandi dans une ferme, donc il y a un peu de vécu et ça se ressent. Il fait le choix donc de choisir cette thématique sociale pour en faire un vrai film de suspense avec très peu de moyens, et justement il fait de ce manque de moyens une vraie force. Parce que il va aller vers du vrai naturalisme, il va aller vers quelque chose de très posé, de très minimaliste, où justement son cadrage, sa photo, qui est quand même une photo atmosphérique, va créer quelque chose de super anxiogène. Moi personnellement, c'est un film qui me met mal à l'aise dès le début, peut-être parce que ces personnages-là sont déjà misérables quelque part, hein, et je pense que c'est là la force de ce film-là, c'est qu'il à la fois en faisant un divertissement,
ça rejoint ce que je disais au tout début de l'introduction, il va vraiment se servir du genre pour faire passer un message. Et c'est là où je trouve que justement le cinéma britannique est puissant. C'est que, et ça l'est vraiment beaucoup plus ces dernières années. Je me rappelle de ce film-là que j'ai vu aussi au pif qui s'appelait K-Shop, avec un mec qui faisait, qui faisait des kebabs, bordel. Des kebabs à base de... C'est bien ça. Sorti avec Mad Movies aussi. Moi, kebab, j'ai fait direct, on prend quoi. Il faisait des kebabs à base de chair humaine, et justement, c'était pour marquer le côté... justement, c'est dur, une société très difficile, blablabla. Bla. Et bref, on peut en citer 10 000, mais je trouve que ce qu'il y a d'intéressant dans l'évolution du cinéma anglais, en tout cas britannique, pardon, par rapport aux 2 premiers films que vous avez cités, qui sont des chefs-d'œuvre, en tout cas, Don't Look Now et The Wicker Man, c'est que le cinéma anglais a muté dans quelque chose de très mature, et moi, quelque chose qui me fascine, et c'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression qu'il manque dans le cinéma français. C'est-à-dire que dans le cinéma français, on a tendance à mettre en avant les intentions, et uniquement les intentions. Pas toujours, parce que il y a 2 semaines, tu as parlé d'un film qui était... rappelle-moi le titre. Jusqu'à la garde. Jusqu'à la garde, oui. qui justement évite ce poncif-là. Mais ce que je trouve brillant chez les Anglais, c'est qu'il ne va pas uniquement y avoir la conscience de raconter son intention d'auteur dans le titre et dans le film, mais justement oui, c'est bien intégré, transformer le ça fait pas rajouter, ça fait vraiment partie de exactement, ça plus, fait partie d'une narration, c'est ancré, et je trouve que les Anglais sont vraiment brillants là-dessus. En plus, l'industrie anglaise, elle a cette force maintenant d'être capable de produire des films de genre conscient, et aussi de faire des films de genre bis. Je pense au film de Jake West, je pense Je peux dire qu'on en envoie beaucoup pour pif, et si jamais si jamais Foufou, je pense à un truc comme Bienvenue. Je pense à des trucs comme Bienvenue au cottage. Je veux dire, ils ont aussi produit des trucs qui sont Cockney purement vs Zombies, bis. c'est un truc bis, mais pourtant qui parle aussi des classes populaires et tout. Grabbers, genre de trucs comme ça. Ça c'est cool. Je vais bien dire sur Isolation, pour moi c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est pour moi un des meilleurs ersatz d'Alien qui a jamais été fait en fait. J'ai vu un Alien sur Terre avec des meumeux, avec des vaches. Le film a eu le grand prix à Gérardmer, c'est là que je l'avais découvert, et je me souviens. C'est très, très gadget ce que je veux dire, mais d'une scène de fist fucking. Une scène de je sais pas comment on appelle ça quand on met le point. D'insémination. Insémination, voilà. Et ça avait fait, je me souviens, pas mal réagir dans la salle, et pourtant c'est une scène quotidienne pour plein de gens dans le métier en fait. Voilà. Mais dans le cas d'un film d'horreur, ça avait vraiment. Et pour anecdote, a été vraiment tourné ainsi. La comédienne a vraiment foutu son bras dans le cul d'une vache. Quoi. Ça, c'est la classe. Quoi. Voilà, vous avez vu son avis c'est ça claque. C'est mon intervention, voilà. C'est celui que tu n'aimes pas Oui, je suis désolé. Attends, on va juste avant la projection par le Pushcast, il a dit en nous regardant Talal et moi sur un de vos films. Il y en a 2 que je déteste. J'étais persuadé que c'était le mien, donc je tairais tout à l'heure, mais c'était celui de Talal. Vous voyez l'emprise de Xavier sur toute cette émission. Mais Il monte du doigt quelqu'un dans la pièce et il fait toi, je déteste ton film. Et là, on passe tout le Pifcast. Le film de Talal est vachement bien et le mien aussi. Je me suis dit, c'est marrant, lequel des 2 il a pas aimé. Mais non, mais je vais vous expliquer. Talal, vous êtes éliminé. Il appuie sur un bouton et là j'ai une trappe qui s'ouvre sous ma chaise. T'aimes pas les vaches? Non, je vais vous expliquer. En fait, qui t'aime les vaches? J'aime les vaches. Voilà. Ça aurait été des films sur des chats, t'aurais réagi différemment. Je déteste les chats, donc non. Là, ça aurait été pire. Non, mais en fait, le problème, c'est que j'ai un film. Si j'analyse le film, je vois bien tout ce qu'il a voulu faire et tout, et je trouve ça parfaitement louable, cette volonté de faire d'une sorte de Ken Loach horrifique, qui quelque part est devenu un petit peu une sorte de sous-genre quand même du cinéma britannique, quoi, ce côté mélangé social et horreur, qui est très intéressant. Attack the Block par exemple. Attack the Block, tout à fait. J'ai l'impression que c'est surtout ce qui reste aujourd'hui de ce cinéma anglais qu'on retient. En fait. Carrément, c'est exactement ça. Mais je dois avouer un truc, c'est que après j'ai été, je pense aussi trop hypé quelque part. Je l'ai pas vu tout de suite. Il était un peu auréolé du prix, j'ai entendu beaucoup de personnes m'en parler comme vous m'en parlez et tout machin, et un jour je l'ai regardé et malheureusement il ne me fait aucun effet, voilà. mais zéro quoi. Je me suis fait chier, mais comme c'est pas permis. Tu es en train de pleurer là. Non mais après c'est chacun ses goûts. La sentence. Après c'est bon, on n'aime pas tous les films. On n'est pas à dire amen à tout. C'est chacun ses goûts, et très honnêtement sur Isolation, histoire de rassurer tous ceux qui ne l'auraient pas vu,
je connais personne qui n'aime pas Isolation, donc je me sens vraiment tout seul dessus. Hein, donc, Tu te sens isolé? Totalement. Ça y est, Cyril est voilà, réveillé. mais vraiment, le film pour moi a été un peu une souffrance parce que je me suis vraiment fait chier tout le long du film. Mais c'est quand même vachement lié à une certaine forme de déception parce que je crois que la manière dont tout le monde m'en a parlé, je m'imaginais quelque chose que je n'ai pas eu. Plus doublé avec une scène en particulier, je vous dirai pas laquelle, qui m'a vraiment fait un peu un effet de douche froide. La vache avec le fist? Vers la fin. Ah non, d'accord. Oui, le fait que tu vois des choses. Voilà. Ça m'a fait chier. Mais pour reprendre un grand classique du cinéma d'horreur, qui est par exemple Halloween, sachez que j'adore le film Halloween, hein, ça n'a rien à voir. À partir du moment où on voit son visage, mais c'est voulu, le film ne fonctionne plus pour moi. Voilà. Mais c'est une volonté artistiquement parlant, je trouve ça génial comme idée, je trouve ça super couillu. Après, d'un point de vue sensation-sentiment, En fait, t'aurais pas voulu qu'on sache que ce soit des vaches, qu'elles soient masquées en fait. Et ça non, c'est pas ça. Mais quand vous verrez le film, je pense que vous comprendrez de quelle scène il s'agit. Voilà. Mais voilà, je suis désolé Talal, mais c'est juste un ressenti personnel et je vous garantis, je suis vraiment la seule personne que je connaisse à ne pas aimer Isolation. Tout le monde adore ce truc, donc voilà, je vais encore passer pour un blaireau, mais c'est pas Vous grave. savez comment il en parle en plus, Putain. cette chose. Voilà. Moi, j'ai pas revu depuis que je l'ai vu au ciné, en fait, donc il y a 13 ans, du coup. C'est sorti au ciné à l'époque. Ouais, c'est sorti au ciné. Et ouais. ça fait plaisir à savoir. Mais j'avais vraiment aimé. En fait, je pense que je l'ai vu sans rien savoir. Donc, du coup, l'effet de surprise a marché sur moi. Et voilà. Ouais, c'est vraiment pas un chef-d'œuvre, mais c'est en tout cas de mon ressenti, je trouve juste qu'il y a une formule, une accumulation qui est assez pas symptomatique parce que ce serait péjoratif de dire ça, mais qui cristallise plutôt le cinéma anglais qui nous intéresse aujourd'hui. Ça tombe bien, comme c'est pas un film anglais, ça, en fait, finalement, c'est Non, mais pas grave. cinéma britannique, pardon. Non, mais après le truc qui est vrai, c'est que c'est peut-être de tous les ersatz d'Alien, c'est peut-être celui qui a eu le point de vue le plus original et quelque part le plus intéressant parce que c'est franchement c'est pas Léviathan quoi. Non mais voilà, j'aime bien Léviathan, vous voyez à quel point j'ai des goûts de chiottes, mais voilà, tu vois, c'est vraiment une très bonne idée ce qu'il a fait quoi. C'est voilà. Non mais c'est bon, t'as dit que t'aimais pas, en termes de premier film, j'ai l'impression que non mais tout à fait, mais en termes de premier film, c'est un petit budget, faut pas s'attendre à. Non mais voilà, ceux qui vont le voir, juste faut pas s'attendre à Alien. Comme je dis, moi Isolation, j'ai pas été sensible au truc. Après, pourtant, je serais le premier à dire qu'il y a vraiment des putains de bonnes idées dedans. Tu l'as revu là pour le podcast? Non, j'avoue, je l'ai pas revu depuis parce que j'avoue que ça a été tellement compliqué. Non, moi je regarde des films pour le pif. Moi en attendant, moi je travaille un peu pour le festival. Je fais ma part du boulot. Je mets les maillots, attention. Bon, il faut qu'on enchaîne là. Allez, Cyril. Alors, je vais faire un truc qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant ici. En fait, j'ai menti aux autres en faisant croire que j'allais parler de Heartless de Philippe Ridley. Alors qu'en fait, je vais parler de Spice World the Movie. Je rigole. Ah, dommage. Pourtant, c'est un chef-d'œuvre ce film. Tu l'as vu, Xavier, bien évidemment. Ah, ça oui, je peux te dire que je l'ai vu, Spice Girl. Non, est-ce que tu l'as vu en salle? Non, je l'ai vu sur Canal. Bon, allez, on parle de Heartless. Non, je vais vraiment parler donc de Heartless de Philippe Ridley. Alors, c'est un film qui m'a, comme on dit dans le milieu, claqué le beignet à l'époque où je l'ai vu. T'es le seul à dire ça. Oui, mais j'espère qu'un jour ça sera repris par mes pères. Il y a un groupe Facebook, Claquage de beignets. C'est moi qui l'ai créé. Ah oui, justement, c'est pour dire aux auditeurs, faites monter la hype, allez sur le groupe. Il y a un groupe Facebook sur la mèche de Cyril aussi. Tout à fait. Alors, Philippe Ridley, je ne savais pas qui c'était quand j'ai vu le film. En fait, à l'époque, en 2009, c'était à CGS. J'enchaînais beaucoup de films, donc on a tendance à être moins en moins clément avec les films quand on les enchaîne. Mais celui-là, j'ai pris une baffe monumentale il m'a vraiment ému en fait. J'ai toujours, pour qu'un film me plaise, il faut qu'il y ait ce petit truc en plus qui me transperce le cœur et qui fait que ça devient, au-delà du film, ça devient un chef-d'œuvre. Et c'est ce que ce film-là a fait. Je vais expliquer pourquoi dans très peu de temps. Ridley, du coup, je découvrais en fait ce réalisateur. J'ai découvert par la suite son tout premier film, L'Enfant Miroir, que j'ai adoré, que d'ailleurs on a passé au pif. En 2015 au pif dans une copie restaurée sublime. Philippe Ridley d'ailleurs était venu, j'étais super fier de l'accueillir au festival. Je n'ai pas vu et je vais essayer de le voir récemment, mais j'ai trouvé une copie dégueulasse. Darkly Noon, donc le jour du châtiment. Chef-d'œuvre. Un film avec Brendan Fraser. Son meilleur rôle. Je cherche même pas. Viggo Mortensen et Ashley Judd. Voilà. Ça va, tranquille. Mortensen qui était aussi d'ailleurs dans L'Enfant Miroir.
Et donc, pour situer, L'Enfant Miroir, c'est 90, Darkly Noon, c'est 95, et du coup, Heartless, c'est 2009. Donc, il y a eu un énorme gap entre Darkly Noon et Heartless. Il a quasiment rien fait. Il a fait beaucoup de théâtre, en fait. Il vient du théâtre, il fait beaucoup de pièces de théâtre et tout. Donc, Alors, moi, je voudrais préciser, ces pièces de théâtre, c'est des romans, mais à la fois romans pour adultes, pour enfants et très jeunes enfants. Le mec, au niveau écriture, c'est un tueur. C'est vraiment un tueur. Il fait de la musique aussi, il me semble. Je crois, ouais. Il a fait d'ailleurs des paroles de chansons qu'on entend dans Heartless. Et donc Heartless, qu'est-ce que c'est ? C'est une relecture du mythe de Faust. Attention, pas Fausto du pif, mais du Faust. Le principe, c'est donc on a un personnage qui est joué par donc Jim Sturgess, qui est en fait, c'est pas le pire truc qu'on peut voir sur Terre, mais il a une tache de vin énorme sur le visage. C'est pas Elephant Man, mais bon, il a comme ce truc-là, et ça lui pourrit sa vie depuis toujours. Et en fait, il a la possibilité, via une sorte de diable, de pouvoir la faire disparaître. Mais parallèlement à ça, c'est un film très urbain. En fait, on voit apparaître dans toute la ville des démons. Il y a beaucoup de choses qui se passent et tout, des démons fantastiques qui apparaissent. Des gens qui sont agressés par des silhouettes encapuchonnées. Voilà. Donc on ne sait pas si c'est les démons ou des jeunes. Et ensuite, donc, il va rencontrer une fille jouée par Clémence Poésy, d'ailleurs magnifique. Enfin, il y a toute l'histoire autour du pacte qu'il va faire pour pouvoir se débarrasser de cette tache de vin. Et ce qui m'a vraiment plu, donc au-delà de l'émotion, c'est que depuis Candyman, qui est un film que je porte vraiment au plus haut possible, tellement j'ai mangé ça, c'est la première fois que je revoyais un vrai film d'horreur urbaine. Comme on en a très peu vu, il y a eu plus tard, il y a eu Citadel qui essaie d'aller là-dessus aussi, mais qui n'est pas aussi bon que je trouve. Non mais vous opinez du chef, mais je pense qu'il n'est pas aussi bon, mais que j'aime bien, mais pas aussi bon que peut l'être Heartless. Et surtout Heartless, il y a ces trucs-là, il y a donc l'émotion, l'horreur urbaine qui me plaît vachement. Et ce qui m'a vraiment transcendé aussi, c'est la musique de David Julian, extraordinaire, qui a beaucoup bossé avec Neil Marshall. D'ailleurs, j'ai failli parler de The Descent à la base. Il a fait la musique de The Descent. Il a bossé ici pour Christopher Nolan. Il a fait la musique du Prestige, qui est magnifique. Et là, il a sa BO, donc plus ces images magnifiques, plus ces acteurs qui sont habités et cette histoire très poignante font que ce film m'a juste bouleversé. Et c'est ce que j'aime dans ce fantastique, c'est quand on a peur, parce que le film fait peur, qu'il y a des images qui vous restent en tête et qu'en plus, ça remporte l'adhésion d'un point de vue émotionnel, quoi. Alors qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, mes amis ? Moi, c'est simple, au bout de 20 minutes de film, je chialais. Ah oui. Voilà, c'est juste le personnage me transperce le cœur, la façon dont Jim Sturgess le joue me transperce le cœur quand il est dans la boîte de nuit avec son voisin Black, acteur très célèbre pour sa participation à Doctor Who. Comment il s'appelle ? Noël Clark, non ? D'ailleurs que j'ai revu il y a pas très longtemps Noël Clark dans un film qui s'appelle Outfall. Il est dans Storage 24. Un petit rôle dedans. Ouais. Dans Storage 24 aussi. Bref, donc cette scène où il discute avec lui de sa relation avec son père dans la boîte de nuit, au bout de 20 minutes de film, déjà la façon dont Sturgess en parle, ça me transperce le cœur. Et tout le film est comme ça. Et en matière d'émotion, mais en plus, notamment comme tu dis, ça devient un vrai film d'horreur dans le sens où tout ce qui a trait à la peur urbaine, à des légendes urbaines, à ce que les recoins d'une ville peuvent cacher. Il est photographe, faut expliquer. Oui, voilà. Il parcourt la ville en faisant des photos et tout. Voilà. C'est très effrayant. En même temps, c'est pas non plus un truc à charge contre une certaine jeunesse qui pourrait pourrir la vie, etc. Parce que même si on peut en avoir l'impression, finalement, c'est pas ça du tout. Contrairement à d'autres films. Contrairement à Citadel, voilà. Attack the Block. Eden Lake. Oui. Et en plus, ça part après dans une dimension complètement surréaliste, en fait, à laquelle on s'attend pas forcément, même si on sait que ça va devenir un peu bizarre. Mais le film devient de plus en plus surréaliste, de plus en plus poétique, abandonne en fait presque son côté ancré dans l'urbain, parce que l'urbanisme est censé être une notion réaliste, mais le film vient presque vers le conte de fées noires, très étrange. Je trouve que c'est vraiment un film qui fait passer par énormément d'états émotionnels, qui les réussit tous. C'est un petit miracle en fait, ce film. J'ai le souvenir d'un film que je n'avais pas envie de voir au début parce que sa jaquette n'était pas guicheuse, on va dire. Je crois que ça sortait uniquement en DVD. C'était un direct Blu-ray DVD. Il est passé en 35 mm à l'illustration collective. Alors tu sais comment j'ai découvert, moi ? Dans la salle. Non, je l'ai découvert dans la salle vidéo de Gérardmer. Elle est inédit vidéo à l'époque où Gérardmer faisait une compétition inédit vidéo. Donc c'est ça. La salle, c'était un tout petit truc sur des chaises en bois. Avec le Blu-ray projeté sur une toile. D'ailleurs, c'est celui de Fridolfin, je crois. Exactement. Ouais. Et les conditions donc étaient atroces. Ça m'a pas empêché le film de me fasciner. Alors qu'il existait une copie 35 mm qui n'est pas passée d'ailleurs. Justement, pour terminer ce que je commençais, c'est vraiment un film qui ne me donnait pas envie au départ et que j'ai vu parce qu'il y avait un buzz autour. Et quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression de voir un truc que je n'avais jamais vu avant en fait en termes d'émotion.
d'être touché par une forme d'onirisme noir, urbain. C'est un truc qui ressemble à rien en fait. Et je regrette de malheureusement pas avoir le temps de le revoir avant ce Pifcast. Mais c'est vraiment un film que j'affectionne particulièrement et j'ai vraiment envie de voir les autres films de ce réalisateur. Ah, surtout, ouais, carrément. Alors, L'Enfant Miroir, déjà, c'est. Chef-d'œuvre. Il y a un très beau chef-d'œuvre. Blu-ray sorti en Très beau Angleterre, Blu-ray. très peu cher, avec une image sublime. Quoi. Alors qu'on a eu, nous en France droit, Un c'est vraiment un DVD, DVD ouais. chez Très bon, Blackout. très bon DVD, mais belle qualité. Avec des courts-métrages, je d'image, crois, mais- de ouais. Ridley, je crois. Et Darkly Noon, ça c'est. Moi j'ai découvert en VHS par hasard. Au moment où il est sorti en VHS, je l'ai loué et je suis tombé sur le cul. Et ça a la même qualité. C'est d'avoir un personnage principal, joué par Brendan Fraser, qui est de plus en plus haïssable, mais dont on comprend toujours les motivations, qui arrive à être touchant dans ses extrémités. Le film est complètement fascinant aussi. Enfin, franchement, Philippe Il Ridley. n'existe pas en DVD Blu-ray aujourd'hui En France, t'avais un DVD, mais Ouais, chez je crois qu'il est même plus édité maintenant. Chez Fridolfin, je crois aussi. Mais C'est chez- Non, c'est Darkly Noon, je pense. Film- C'est pas plutôt TF1. un opening. un truc Film comme ça. Office, un truc comme ça, Il me non semblait que c'était pas. Je me demande si la VHS c'était pas TF1 en tout cas. Ouais, je Ouais, sais VHS. pas. Chez les Moi, Ricains. en tout cas, j'ai 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 un DVD qui est j'ai- pas terrible en qualité. j'ai mais le DVD, mais il est dégueulasse. Après, en édition étrangère, je sais pas. C'est un film qui mériterait Mais, une restauration, tout comme oui, l'a mais eu Darkly carrément. Noon. Et, Comme l'a eu en tout L'Enfant cas- Miroir. En tout cas, moi, personnellement, Philippe Ridley, c'est un mec que j'adore, mais je trouve qu'il y a une filmographie tellement parfaite. Il y a 3 films à côté. Et non mais ouais, mais moi l'avantage que j'ai eu, c'est que moi je les ai vraiment vus dans l'ordre quoi. C'est L'Enfant Miroir, je l'ai chopé en VHS, en vidéothèque par hasard parce que je trouvais la jaquette de ouf. Pour ceux qui connaissent pas, en fait l'affiche, tu vois un gamin qui tient un harpon et derrière lui il y a une sorte de mâchoire de requin accrochée au mur. J'étais fasciné par cette jaquette, je l'ai chopé, je me suis pris une baffe monumentale. Quand Darkly Noon est sorti, j'ai vu que c'était un Philippe Ridley, j'ai fait putain mais il faut absolument que je vois ce truc. Et alors là c'est triple baffe dans la tronche. Après tu sais, par exemple à chaque fois qu'on me demande pourquoi j'aime pas La Momie, bah et que je vois Brendan Fraser devant et Pas La Momie, et que je vois on peut Brendan aimer les Fraser deux. et que je vois Brendan Fraser dedans, à chaque fois j'explique mais putain mais dans Darkly Noon il est tellement parfait, génial, mais qu'est-ce qu'il va foutre là-dedans Tu n'as pas vu quoi. California Man. Non, je n'ai pas vu, mais C'est nul, ça. voilà, Justement. tu sais, il y a des moments où j'essaie de me protéger un peu. Et Et récemment dans Trust, il était super aussi. la et série. du coup, quand Herclès est sorti, ça a été un peu une sorte de libération, parce que ça faisait tellement longtemps que moi je voulais voir encore un nouveau film de Philippe Ridley. Quand il est sorti, je me suis jeté dessus. Alors, pour moi, c'est pas mon préféré, mais franchement, les trois, ils sont quasi au Sur même de niveau. poche, Quoi. hein. Et moi, je découvrais Ouais. du coup Ridley avec la projection à CGS. Je savais rien de ce que j'allais voir. Et je me suis pris ça dans la gueule. Je suis sorti, vraiment, j'étais groggy. J'ai fait putain. Et je crois que c'est le truc le meilleur que j'ai vu. J'avais vu un autre Immortel à cette époque-là qui s'appelait Accident Happen. C'est un jour, j'en parlerai peut-être. Voilà, mais qui n'ont rien à voir. Mais c'est 2 films mortels que j'ai vus à la même édition. Et vraiment, quand tu sais rien de ce que tu vas voir, c'est cool. Mais moi, du coup, depuis très longtemps, en fait, j'aimerais bien choper les bouquins de Philippe Ridley. À chaque fois, j'y pense et puis après, j'oublie. Et même ces J'entends pièces de ça. théâtre, parce que Oui. Mais même ces pièces de théâtre, j'aimerais vraiment les lire, quoi. Et c'est un bonhomme délicieux. Ouais. En plus. Véronique Je n'ai pas vu le film, mais j'adore L'Enfant Miroir. Non, on va conclure cette discussion. Juste, j'avais un mot à dire. On a un auditeur du Pifcast qui s'appelle Max et qui m'a recommandé une lecture qui s'appelle Offbeat, qui est un livre de Julia Upton qui recense une centaine de films anglais, parfois très obscurs, entre les années 55 et 85. Ah, ça m'intéresse. Apparemment, c'est une très très saine lecture. Donc voilà, si vous voulez poursuivre votre exploration du cinéma britannique. Merci à lui. Merci, Max. On va donc passer à la musique avec Cyril. Eh bien, Cyril, qu'as-tu choisi aujourd'hui ? Alors, on m'a reproché de choisir des morceaux qui ne collaient pas à l'actualité du podcast. Donc maintenant, je m'y colle, je fais gaffe à ça. Et j'ai décidé de choisir peut-être une des plus belles musiques faites pour un film anglais. D'ailleurs, un film qu'on n'a pas cité, qui aurait dû avoir sa place dans cette liste-là, c'est Hellraiser 2. Alors, le 1 aurait eu sa place, mais le 2 aussi, quoi. D'ailleurs, 2 films qu'on a passés d'ailleurs au pif. Est-ce que c'est vraiment un film anglais ? Oui. Oui, c'est anglais, Hellraiser. Oui, C'est oui. produit en Angleterre, et Tout c'est à fait fait. avec des fonds anglais. Et D'ailleurs, proposition d'un autre Pifcast, Clive Barker. ouais, Ah. Si seulement. il y a de quoi faire. Je vote pour. Je vais me coucher Donc moi Hellraiser ce soir. 2, suite donc de Hellraiser 1, pas réalisé cette fois-ci par Clive Barker mais par Tony Randell. Barker reste producteur et d'ailleurs autant les suites d'Hellraiser sont pas forcément toujours au niveau, autant le 2 tout le monde considère quand même que c'est quand même plutôt de la balle.
Et le morceau qu'on va écouter, parce que la BO est faite par donc, Christopher Young, alors lui c'est un peu un tueur, je reviendrai un petit peu après sur lui. On va écouter le morceau Hellbound, qui est le morceau titre phare du film, et toute la BO, elle déchire. Et ce qui est marrant, c'est que plusieurs morceaux sont absolument pas tous identiques. Il y a des morceaux vraiment conceptuels, il y a vraiment plein de styles de morceaux différents dans la BO, et elle est vraiment à l'écoute. Elle a une sorte de côté opératique un peu puissant qui, vous allez écouter, hein, dès qu'on a un morceau qui va démarrer, vous allez en prendre plein les oreilles. Il pousse le concept du premier pour le transcender et en faire quelque chose de beaucoup plus... C'est une des rares BO que je trouve qui est encore mieux que l'original, quoi. Donc, d'ailleurs, donc pour situer vite fait des films que j'ai choisi un petit peu dans sa filmographie, il a fait très tôt en 85 La Revanche de Freddy, donc le deuxième Freddy de Jack Sholder. Il a fait L'Invasion vient de Mars de Toby Hooper. Il a fait donc Hellraiser 1 de Clive Barker en 87. Il a fait, je vous la conseille parce que la BO est très proche de ce qu'il a fait sur les Hellraiser, c'est The Fly 2, donc La Mouche 2 de Chris Wallace. La BO est très très proche c'est très proche d'ailleurs niveau timing, mais il a les mêmes expérimentations. Donc si vous aimez bien celle de Hellraiser 2, prolongez avec Fly 2 qui est très très intéressante. Il a fait La Part des Ténèbres pour Georges Romero, et plus tard il a beaucoup bossé avec la boîte de production et avec Sam Raimi, enfin la boîte de production de Sam Raimi et Sam Raimi. Et il a fait une BO mortelle, c'est Jusqu'en Enfer. Elle est oufissime, elle file les chocottes, quoi. Ah, mais elle est mortelle, c'est clair. Voilà. Le film est mortel. C'est un grand compositeur, malheureusement assez peu connu. Il a peu utilisé du coup. Et qui était, je pense qu'il restait beaucoup dans l'ombre de Danny Elfman, malheureusement, à tel point que sur certaines BO, il s'est retrouvé à faire du simili Elfman. Je crois que c'est Spider-Man 2 où Elfman a un peu capitulé, je crois qu'ils sont engueulés avec Rémi. Non, c'est pas sur le 3, non non, justement, sur le 2, non, je crois que sur le 2, Oui, il a pris le relais, il est pas crédité. Et du coup, sur le 3, il est tout seul à faire la musique de Spider-Man 3. Mais je crois qu'il a des vrais qui s'y connaissent en BO, on dirait Cyril, puis des têtes de la merde. Mais il me semble que sur le 2, il a sauvé un peu les meubles, et du coup sur le 3 il était entièrement crédité comme compositeur. Et c'est là qu'il y a eu une rupture d'ailleurs entre Elfman et Sam Raimi, qui était avant indissociable, voilà quoi. Donc on va se dire au revoir, mais voilà, donc ce sera Hellbound, et ce morceau il démonte, et il est anglais, donc ça tombe bien par rapport à la thématique. Très bien, Cyril. On dit au revoir à tous nos auditeurs, et donc rendez-vous dans 2 semaines pour un podcast spécial John Charpentier. Ouais. Lalalala. À plus. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.